Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez vu le thème? Oui, non? Vous n'avez pas eu trop peur? Bon. Bon. C'est dommage parce que c'est les gens concernés qui ne sont pas là, mais c'est pas grave. C'était un homme, une femme et des solutions, pour pas dire des problèmes. En fait, vous savez que c'est une notion très très importante qu'on oublie souvent, c'est que les logiciels, vous recevez souvent sur l'ordinateur, il faut faire une mise à jour du logiciel, d'accord? Les téléphones, les téléphones, il faut faire une mise à jour, la mise à jour du iPhone, la mise à jour de l'Android, mais les gens ils pensent pas que le couple aussi il a besoin d'une mise à jour. Ouais, ils pensent pas, ils croient qu'il y a le vieux principe qu'ils avaient quand ils sont mariés, ouais, ils sont encore valables, alors qu'en vérité, on est obligé de faire des mises à jour, c'est-à-dire et c'est ça la traduction de mise à jour, c'est mettre la chose au niveau du nouvel âge qu'on a, au niveau de l'âge des enfants, au niveau de la nouvelle approche qu'on a, au niveau de notre vécu. C'est normal, il faut le faire. Il dit, cette logique-là, ça veut dire de réfléchir sur les sujets. C'est pour ça que c'est toujours aussi marqué Im Shamoa Tishmar. Même quelqu'un qui connaît l'halakha, eh ben, il doit réviser les halakhot avant Pessah, avant Shavuot, bien qu'il connaît. D'accord, c'est pareil, même cette Gemara, tu l'as déjà étudiée, mais quand même tu vas la réétudier. Il dit, comme quelqu'un il réétudie, entre guillemets, sa Gemara, alors il doit aussi réétudier sa femme. C'est normal. En plus, ma femme, elle s'appelle Gemara, donc c'est plus facile. Ouais, mais donc il doit réétudier son mari, les deux, ils doivent réétudier leur couple. C'est-à-dire d'avoir une projection, d'avoir un regard pour que les principes fondamentaux, qui sont les principes de base, ils soient là. Parce que malheureusement, il y a une très très grave maladie, malheureusement qui est mal soignée, qui s'appelle la routine, qui fait que les gens, petit à petit, ils perdent la sensibilité. Ouais, ils fonctionnent simplement parce que les enfants sont là ou parce qu'ils n'ont pas où aller, d'accord? Mais ils oublient le principal de la réussite d'un système, c'est l'aitrachut, c'est-à-dire le renouvellement. Comme toi, tu renouvelles ta collection, toi, tu renouvelles l'arrangement du magasin, toi, tu renouvelles ta gamme, toi, tu renouvelles ta ligne de produits, tu renouvelles le design du magasin. Alors, il faut que tu renouvelles dans tout. Comme dans ta Torah, il doit y avoir des chidushim, sinon, à la fin, tu t'étouffes. Alors, il faut une itrachut au niveau du couple pour que les gens ils arrivent à fonctionner. Et c'est ça, souvent, malheureusement, encore une fois, qu'on oublie. Pourquoi? Parce que quand on se marie, alors on dit dans une des brachot, des Sheva brachot, que ça soit binyan adéad, que ça soit un binyan, une construction, un bâtiment, ouais, adéad, qui durera l'éternité. Et c'est vrai que le mariage, c'est pour l'éternité, normalement. Même après la mort, on reste avec la même dafina pour l'éternité. Ça veut dire, si elle ne sait pas cuisiner, tu sais que tu vas avoir mal au ventre, même dans l'autre montre. D'accord? Mais c'est quoi? Exactement. Il dit binyan, il y a deux lectures. Soit que c'est un bâtiment qui dure éternellement, soit que c'est une construction. Binyan, c'est un ma'asé binyan, c'est-à-dire un acte de construction qui continue éternellement. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué déjà que dans les lois de Shabbat, bonner, c'est quoi bonner? Construire, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Oui, le premier exemple au début de la Mishnah là-bas dans Abonné dans Shabbat, si quelqu'un il passe devant un mur, et ce mur il est fait en pierre de taille. Donc ce sont des murs qui sont faits sans ciment. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Oui, c'est des pierres qui sont taillées exactement à la taille, comme le côté la Maravi, il n'y a pas de ciment. On couple exactement à la taille et on pose la pierre. Maintenant, si moi, pendant Shabbat, je passe devant un mur comme ça, qui est en construction, et je vois par terre une pierre taillée, elle est prête à être posée. Je prends cette pierre et je la mets dans le mur et je l'ajuste bien dans le mur. J'ai transgressé l'interdit de bonnet. Pourtant, j'ai pas mis de colle, j'ai pas mis de ciment, j'ai pas mis de mortier, j'ai rien mis, j'ai rien posé. Ça s'appelle bonnet. Pourquoi? Parce que là, il y avait un mur et là, il y avait une pierre. Donc, ils étaient séparés et moi, je les ai mis ensemble de manière durable. Donc, mettre deux éléments séparés, les mettre ensemble de manière durable, ça s'appelle bonnet. C'est ça, bonnet. Il y a toujours cette dimension de durable dans le Shabbat. Comme quand tu vas faire un nœud de cravate, pourquoi on s'est permis? Parce que ce n'est pas pour toujours. Mais celui, par exemple, qui n'ouvre jamais son nœud de cravate, il n'a pas le droit Shabbat de défaire le nœud de cravate et de refaire le nœud de cravate, parce que c'est un nœud qui est durable. Quand je fais une couture, si je serre fort la couture, ça devient durable. Donc là, ça devient un sourd. Dans Kosher, quand je fais un nœud, Shabbat, c'est assourd de serrer les nœuds du tzitzit fort, parce que ça devient durable. Ça veut dire qu'il y a une dimension comme ça de durabilité, de pérennité
de donner aux choses une dimension qui soit longue. Ben, c'est exactement pareil dans le couple. Que le couple, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un homme et une femme. Ils sont séparés. Ils viennent de 2 familles. Ils ont 2 visions des choses. Ils ont 2 approches. Ils ont 2 sensibilités. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Un binyan. C'est-à-dire les mettre ensemble de manière durable. Mais le problème, ou l'avantage, ça dépend comment on regarde, c'est que l'homme et la femme sont des produits évolutifs. D'accord? L'homme, il évolue. La femme, elle évolue. Donc le binyan qu'on a fait à l'époque, oui, il ne va pas être valable pour 10 ans après, 20 ans après. C'est pour ça qu'on a besoin de parler, d'échanger, de se comprendre, d'avoir un projet ensemble pour réussir à garder ce binyan. Parce que les gens, malheureusement, ils croient que la géographie, elle règle le problème, parce qu'on habite dans la même maison. Les gens, ils croient que l'état civil, il règle le problème, parce qu'on porte le même nom. Ils croient que l'argent, il règle le problème, parce que moi, je te tiens avec l'argent et toi, tu as besoin, moi, j'ai besoin. D'accord? Mais ça ne règle pas le problème, parce qu'il manque le principal. Il manque quoi? Il manque le couple. Il manque le couple, ouais. Et le couple, c'est la dimension invisible. C'est pas la dimension visible. C'est la partie qui se voit pas. Et c'est ça le fondamental. Toujours dans les choupot, je dis au Khatan Kala, quand tu vas construire ton système, il faut que tu le fondes sur ce qui n'est pas visible. Ne le fonde pas sur ce qui est visible. Parce que si toi, tu te fies à la maison, aux meubles, à la voiture, au compte en banque, ça, ce qui est visible. Mais ce qui est visible est divisible. Ouais. Ce qui est visible est divisible. Parce que si tu le vois, c'est que ça a une taille. Si ça a une taille, c'est parce que c'est de la matière. Et la matière, elle a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Donc dès que tu vas fonder ton système, ton couple, ou ta famille, ou ton amitié, ou ta Torah, ou ta religion sur ce qui est visible, automatiquement c'est divisible. Donc tu dois fixer, tu dois baser sur l'invisible. C'est quoi l'invisible? C'est les midot, c'est les efforts, c'est la remise en cause, c'est la tfila, c'est la messirut nefesh, c'est la rouhaniout, la spiritualité. Ça, c'est invisible. Et comme c'est invisible, c'est pas divisible. Alors tu vas faire ça. Ouais, tu vas investir sur ça. Ah, maintenant tu dis, il y a une réalité, c'est vrai. On a besoin. Il y a du manger, d'accord? Mais en vérité, le manger, c'est quoi? C'est une transmission d'amour. Il y a de l'argent, mais c'est une transmission d'amour. Il y a l'intimité, mais c'est une transmission d'amour. Mais dans chaque fois, il y aura le libre arbitre. Parce que tu peux te servir de l'argent pour apporter à l'autre du bien-être. Tu peux te servir de l'argent pour acheter l'autre. Tu peux te servir du corps de l'autre pour te faire plaisir. Ou tu peux te servir du corps de l'autre pour lui faire plaisir. Décide, ouais. Tu peux te servir des enfants comme un lien d'attachement. Tu peux te servir des enfants comme un chantage. Parce que tu montres les enfants contre leur mère ou contre leur père. Donc tout ce qui nous rapproche nous sépare. Et c'est ça qui est violent. Ouais. Tout ce qui nous rapproche nous sépare, sauf selon la dimension invisible que tu as mis dedans. Quelle était ta kavana? Quel était ton projet? Quelle était ta volonté? C'est pour ça que communication, ça vient de communiquer, ça vient de commun, ça vient de comme un. Commun, c'est comme un. Ouais. Kemo echad. Donc c'est quoi? Ça s'appelle en français la communion. Donc quand je vais parler avec quelqu'un, le plus important, c'est qu'à la fin de la discussion, on sorte qu'on s'est compris. Si on ne s'est pas compris, ça ne sert à rien. Les gens, ils croient que communiquer, ça veut dire ce qu'on a à dire. Eh ben moi, je dis ce que j'ai à dire, et toi, tu dis ce que tu as à dire. Alors, on n'est pas d'accord. Et puis, on n'a pas le même point de vue, et puis, on n'est pas le même niveau de religion, et on n'a pas la même vision de l'éducation, et on ne vient pas de la même éducation, et on n'a pas la même relation avec l'argent, et on n'a pas la même vision de la religion. Mais tu n'as rien compris. La communication, c'est fait pour faire de la communion. C'est pas pour faire de la désunion. C'est pour faire de la communion. Donc ça veut dire qu'on va prendre n'importe quel sujet, n'importe lequel maintenant, d'accord? On va parler de la paracha de la semaine, ou alors on va parler de la relation avec l'argent, on va parler du mensonge dans notre couple, on va parler de combien de fois on va chez tes parents, n'importe quel sujet, ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le sujet? Alors je vous dis, le sujet, c'est un terrain de rencontre, ouais. Ça veut dire que tout ce qu'Hachem il a créé, en fin de compte, c'est quoi? Ce sont des opportunités pour rencontrer Hachem. Or, bizarrement, Hachem, il est plus attaché au mitzvot Ben Adam Lachavero que Ben Adam Lamakom. C'est très bizarre, ça. Vous savez, il y a des mitzvot envers les hommes et des mitzvot envers Hachem. Maintenant, le Rambam, au début de la Mishnah PA,
Il explique ça, que Hachem, il est plus attaché au mitzvot ben adam lachavero que ben la makom. Après, à Kippour, si quelqu'un il a des problèmes avec les autres, la Mechila de Kippour ne marche pas. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne peut rien faire pour toi si tu ne t'es pas arrangé avec ton copain avec qui tu as des problèmes. Alors pourquoi c'est comme ça? Ah, parce que tu vas dire, parce que Dieu, il est humain, parce que Dieu, il est profondément chaleureux, il aime l'amour et la tolérance. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que l'autre en face de toi, c'est un représentant d'Hachem. Maintenant, si tu n'arrives pas à t'arranger avec un représentant d'Hachem, comment tu vas t'arranger avec Hachem? Vous suivez ou non? Ça s'appelle le Tselem Elohim. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas ta femme en face de toi. Toi, tu vois un messager d'Hachem en face de toi. Toi, tu ne vois pas ton mari comme ça. Toi, tu ne vois pas tes enfants comme ça. Toi, tu vois que tes enfants, c'est une neshama qu'on t'a confiée. Et c'est une occasion de grandir. Celui-là, il te veut du mal. En fait, c'est un messager pour te dire, travaille sur cette qualité-là. Si à chaque fois que dans n'importe quelle relation, tu regardes la spiritualité de la relation, alors tu vas grandir de la relation. Mais si tu rentres dans la superficialité de la relation, le côté extérieur, alors tu vas voir la méchanceté de l'autre. Donc toi aussi, ça va toucher ta superficialité. Ça va toucher par exemple ta susceptibilité. Donc c'est ton orgueil contre sa méchanceté. Mais ça, c'est superficiel pour superficiel. Si tu veux essentiel pour essentiel, il faut pousser plus loin la chose. C'est un regard. Comment tu regardes les choses. Et dans chaque chose, il y a la dimension intérieure et la dimension extérieure. Maintenant, tout le monde sait que les nisyonotes qu'on a avec les autres, avec les enfants, avec le conjoint, sont beaucoup plus éprouvants que les nisyonotes qu'on a avec le Shabbat ou avec les téphilines. Ok, t'as pas fait les téphilines, tu t'angoisses, d'accord? Tu te sens mal, tu as fait une avéra, ok. Mais ça ne te mange pas la tête comme la relation avec l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'il y a plus de souffrance, ça veut dire qu'il y a plus de travail. S'il y a plus de travail, ça veut dire qu'il y a plus de résultats. S'il y a plus de résultats, donc ça veut dire qu'il y a plus de proximité avec Hachem. Ça va? Donc, quand on a la chance d'être juif, c'est une chance. Ouais. Il y en a qui le vivent très mal, mais bon. Quand on a la chance d'être juif, ouais. Donc on n'a pas besoin de porter un gilet jaune pour paraître intelligent. D'accord? Donc, alors, on doit être capable de chercher Hachem dans sa vie. Et dans le Shalom Bayit, c'est criard. Ouais. C'est visible. Et c'est très intéressant parce que quand les gens ils te racontent, mais Rabbi Chetrit, mais vous savez ce qu'elle m'a fait, mais vous savez ce qu'il m'a fait, mais vous ne vous rendez pas compte, mais c'est honteux, mais j'en peux plus, mais elle me rend folle, il me rend fou. Alors moi toujours je dis la même chose. Après 28 ans d'expérience de couple extérieur et 32 de personnel, qui correspond à peu près à 84, ouais. J'ai dit, mais c'est quoi votre problème? Elle me dit, mais mon problème, c'est fou, c'est pas possible. Que le gars, on l'a expliqué 50 fois, et il revient, il est méchant gratuitement, elle veut pas sortir du passé. Ça va, il y a 18 ans, j'ai fait une bêtise, ok. Bon, ça y est, on passe à autre chose. Non, elle veut pas s'en sortir. C'est irrationnel, c'est totalement irrationnel. Alors avant, je disais, écoutez, c'est irrationnel, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est irrationnel. Maintenant, je dis le contraire. Je dis, mais c'est bien que ça soit irrationnel. Ben oui, parce que si c'est irrationnel, ça prouve que c'est du Satan. Vous me suivez ou non? Si c'est irrationnel, ça veut dire que c'est de la psychiatrie. Il faut l'interner. Mais si c'est irrationnel, parce que ça n'a aucune logique, donc tu vois que c'est du Yetzirah. Moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, ouais, j'ai vu que on reçoit les gens, ça dure à peu près 6 ou 7 heures, c'est épuisant. Il faut parler 1h30 avec le mari, il faut le scanner depuis la naissance. Après, il faut parler avec la femme, il faut la scanner. C'est-à-dire qu'il faut faire le portrait robot intérieur de la personne. Après qu'on a les deux, on les superpose et on voit au milieu, en fin de compte, quelle était la part du Satan. Ouais, c'est-à-dire qu'après, quand la personne elle va raconter une anecdote, tu vas dire, regarde, là ça a été mal vécu, là ça a été mal interprété. Là, il y a eu un quiproquo, là, il y a eu des nerfs, il y a eu de la souffrance, là, il y a eu de la... Tu vois comment le Satan, il joue au ping-pong. Le problème, c'est que normalement, c'est le couple lui-même qui doit être capable de faire ça. Parce que toi, tu es extérieur à la chose, tu vois les choses. Mais quand la personne, elle est dedans, elle n'arrive pas. Parce qu'elle est déjà dans les nerfs, elle est déjà dans le mot méchant, elle est déjà dans le pic, elle est déjà dans la remise en cause. Et c'est trop difficile. En temps réel. C'est pour ça qu'il faut avoir cette dimension de travail. Ça veut dire que de la même manière
que chacun d'entre nous, en tant que juif, bien sûr, religieux si c'est possible, les autres, qu'Hachem leur envoie fois chez les mains, mais c'est qu'il faut être capable d'être dans une logique de travail sur soi. Maintenant, moi, je connais des non-juifs qui sont dans une logique de travail sur soi. Ouais, ils ont vraiment un travail d'amélioration, de se connaître, de savoir ce qu'ils font pas, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors que d'autres, non, ils sont au jour le jour comme des animaux, ils attendent l'abattoir pour devenir intelligents. Ouais. Ils attendent la lettre d'avocat pour se demander s'ils ont fait une bêtise. Ils attendent de se faire attraper pour comprendre la gravité de l'adultère. Et jusque-là, ils dormaient dans une espèce de coma. Maintenant, ce qu'on appelle le Mabat Moussari, la vision Moussari, d'accord ? C'est-à-dire la lecture morale de sa propre vie. Et ça, c'est une chose qui n'a rien à voir avec le couple, mais qui intervient dans le couple. C'est que chacun d'entre nous, nous-mêmes, on doit se regarder vivre. On doit dire, est-ce que ça c'est bien ce que je fais ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça je le pense ou est-ce que je le pense pas? Est-ce que ça c'est bon pour le couple ou ça c'est mauvais pour le couple? Est-ce que ça c'est bon pour les enfants ou c'est mauvais pour les enfants? Si j'ai pas cette lecture extérieure à moi, de moi, sur moi, il va m'arriver quelque chose de très grave. Très très grave. Ouais, c'est que je vais pas vivre ma vie. Donc je pourrais toujours dire, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, je connaissais pas la gravité, j'avais pas compris ton point de vue, je savais pas que ça te faisait tellement de la peine. Je peux faire ça. Toute ma vie expliquer que j'étais pas là. Toute ma vie expliquer que j'ai pas réfléchi, toute ma vie que j'ai pas pris le temps, toute ma vie que si j'avais su. Mais c'est dommage. Parce qu'il aurait simplement fallu allumer la caméra. Allume la caméra. Quand tu parles, écoute-toi parler. Quand ta tête, regarde-la. Essaie de te regarder avec le regard de l'autre. Quand tu expliques, par exemple, si moi je parle et je vois que vous faites comme ça, donc je vois que vous ne comprenez pas. Donc je vais mieux expliquer. Si je vois que vous regardez la montre ou vous piquez un œil, donc je vois que je ne suis pas intéressant puisque vous dormez. Donc ça veut dire que moi je fonctionne avec vous. Et ben, c'est exactement pareil. Quand on est dans la réalité, on est avec des gens en face de nous. Alors à plus forte raison, les gens qu'on épouse, à plus forte raison, les gens qu'on accouche. Que Hachem il est meilleur en face de nous. Et notre visage, il est tourné vers le visage. Et nous, on doit apporter un message. Mais pour que ce message, je suis sûr que c'est moi qui ai envoyé le message. Il faut que moi, je me contrôle en temps réel que je suis en train de vivre cette vie-là. Mais si je suis dans la colère, ou si je suis dans les nerfs, ou si je suis dans l'erreur de priorité, j'ai mis toute ma tête dans le travail, du coup, je réglais la famille comme ça. Ouais. Ou si je suis trop stressé par celui-là, donc le deuxième enfant, je ne lui donne pas sa part. Mais en fin de compte, je ne vis pas ma vie avec cet enfant-là. C'est ça le problème. C'est que moi, je suis 100% et je dois être 100% avec chaque élément qui est en face de moi. Donc si on est 4 dans la famille, je dois être 400%, puisque je dois être 100% avec chacun des 100%. Bien que les 100% ne constituent que 25% de ma réalité. Vous me suivez ou non? C'est ça qui est compliqué. Et après, je dois être 100% au travail. Et après, je rentre à la synagogue et je dois être 100% dans la prière. Après, je dois être 100% dans mes téphilines. Après, je dois être 100% dans mon limoud. Je ne peux pas. Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple, s'ils sont 100% dans le limoud, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Il y en a, ils sont 100% avec leurs enfants, ils ne s'occupent plus de leur mari. Ouais. Il y en a, ils sont 100% avec leurs amis, ils ne s'occupent plus de leurs parents. Il y en a, ils sont 100% avec leur téléphone, ils ne s'occupent plus de leur famille. C'est juste une redistribution du 100%. Ouais. Mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Maintenant, encore une fois, tu ne peux t'en rendre compte que quand tu mets la caméra au-dessus de sa tête. Et ça, c'est ça, Avodat Amoussar. Il faut avoir cette conscience perpétuelle. C'est pour ça qu'on met une kippa au-dessus de la tête. D'accord? C'est pour ça qu'on n'oublie jamais qu'on est papa, qu'on est maman, qu'on n'oublie pas qu'on est un Ben Israël, qu'on n'oublie pas qu'on est un conjoint, qu'on n'oublie pas. Parce que si on ne le fait pas, et c'est ça tout le lien du Yetzirara, c'est ça. Ouais, Ikar Avodat Yetzirara, les balbel et Tadéot. Le principal objectif du Yetzirara, c'est d'embrouiller l'esprit. Comment on l'appelle? Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Alors qu'est-ce que c'est l'illusionniste? C'est quoi un magicien? Un magicien, vous savez qu'un manchot ne peut pas être magicien. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ses mains. Une main pour t'occuper l'esprit et une main pour aller chercher le pigeon. D'ailleurs, quand vous regardez un magicien faire un tour, ouais, il faut toujours regarder l'autre main, la deuxième. Et vous allez voir que pendant qu'il est en train de faire ça, il prépare le coup d'après. Donc là, il vous a fait sortir une fleur. Alors vous êtes occupé avec la fleur parce qu'il y a eu du feu et une fleur. Et pendant que vous regardez le feu et la fleur, ouais, il tient la fleur comme ça avec le feu, il bouge comme ça. Regardez l'autre main, vous allez voir, il est en train de faire ça.
Et après, il fait ça, il sort le pigeon. D'où il sort le pigeon? Mais le pigeon, il a été le chercher pendant que tu regardais la fleur. Et bien, le Yetzirah, il a dégradé ton couple pendant que tu mettais ta tête dans ton travail. Et t'as rendu ta femme moche pendant que la secrétaire, elle a refait tout le haut. C'est les contrastes. Donc si toi, tu n'es pas en dynamique perpétuelle d'être là où tu dois être, ouais, ce qu'on appelle dans la Torah Osek ba mitzvah, ouais, si tu n'es pas Osek dans la mitzvah, et ça c'est une conscience, et c'est un geste, et c'est une volonté, si tu n'es pas Osek ba mitzvah, fais attention, alors à ta mitrasek ba mitzvah. Vous me suivez ou non? Et mitrasek, c'est une loi de Shabbat. Si par exemple je vais ouvrir une bouteille avec un tire-bouchon et je tire le tire-bouchon et mon coude il allume la lumière, je n'ai pas transgressé Shabbat parce que j'étais mitrasek, parce que j'étais occupé à ouvrir le bouchon, d'accord? Mais mon bras il était occupé à éteindre la lumière. Ça s'appelle mitrasek be Shabbat patour. C'est une loi du Shabbat, d'accord? Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais imagine, c'était l'œil de la belle-mère à la place de l'interrupteur. Oh là, là c'est toi qui vas te faire allumer. Tu dis, mais c'est pas tour Shabbat. Mami, mais t'as raté Shabbat pas tour. Alors, il faut bien comprendre une chose. À l'époque, Ben Chetrit, il avait dit ça. Je ne sais pas si vous avez assisté à ses cours à l'époque. Ouais, il a dit, mitrasek be Shabbat patour, aval mitrasek bahaim hayav. Vous me suivez ou non? Mitrasek bahaim. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement occupés à construire leur aliyah qu'ils n'ont pas vu que leur couple il tombait en sucette. Ouais, ils étaient tellement occupés à créer la société, ça veut dire leur couple il était en train de se détruire. Ils font la aliyah, les gens. Et quand ils sont dans la lia, avec le travail, avec la casse-tête, avec la parnassa, avec les écoles, ils ne voient pas que leur couple, tac, tac, la femme elle dit viens on se parle, viens on sort ensemble, viens on fait des choses, hey, j'ai pas la tête. Hein. Alors le gars il a réussi la lia, il a divorcé. Parce qu'il était rosek ba lia ou mitarasek ba zouk chez l'eau. Vous me suivez ou non? L'autre il est rosek dans la parnassa parce qu'il dit je veux les gâter, je veux que Bezrat Hashem, ils peuvent kiffer, ils peuvent profiter, on va faire des vacances à 100 000 euros. Ok, mais le gosse, comme il n'avait pas son père, il a été chercher un autre père. Et maintenant, on va lui expliquer que la cocaïne, c'est pas ça la solution. Puisque toi, tu vas lui donner des vacances de paradis. Le mec, il dit le paradis, je l'ai en bas de la maison, j'ai pas la peine d'aller aux Maldives. Va lui expliquer. Parce que tu aurais passé un peu moins de temps au travail et un peu plus de temps avec lui, et tu serais devenu son repère. Et c'est bien. Mais alors, c'est ça la force du Yetzirah. C'est Melech Hadimayon. Ouais, c'est ça ce qu'il fait toute la journée. Ouais, il t'enlève. Comme toi, tu vas te concentrer, je sais pas moi, sur des détails de la route, et alors que tu aurais pu faire des Mishnayot en conduisant. Ouais, tu peux réfléchir à ta vie, et tu t'es pris la tête à la synagogue parce qu'un mec qui t'a mal parlé, du coup, t'as pas étudié la paracha. Parce que toute l'après-midi, tu te dis, il m'a insulté, il m'a pas laissé faire l'Haftara. Mais Haftara, de toute façon, on va tous mourir, c'est Niftar. Ma t'as aussi liot maftir. Gamou, Niftar, ouais. Tu dis, oui, mais c'est honteux, moi c'était pour mon père, c'est le kavod de mon père. Mais la colère et la haine et la rancune, elle est aussi pour le kavod de ton père. Peut-être le contraire, tu es mitgaber, tu vas le voir, tu dis, écoute, excuse-moi, si toi aussi tu as besoin, c'est pour ta grand-mère ou je sais rien, c'est pas grave, tu es mévater. Ouais, c'est bien. Et ce vitour-là, ce fait que tu laisses tomber, ça, au niveau des midot, au niveau d'Hachem, ça vaut plus que 33 haftarot que tu as fait. Parce que tu as cassé la colère. C'est énorme. Pourquoi tu ne vois pas ça? Encore une fois, le Melech Hadimayon. Oui, le Yetzirah, il t'a attrapé sur la vexation. En vérité, c'est de l'ego. Mais toi, tu as cru que c'était pour le kavod de ton père. En vérité, c'est de l'ego. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te vend une chose à la place d'une autre. Comme déjà, le gars, tu vas pour changer de l'argent, il dit tiens, viens, je te donne plus. Il te fait ta. Et à la fin, tu repars avec des papiers. Mais c'est ça. Il te fait tac, hop, tu pars. Et tu comptes ton argent. Les premiers, c'est des billets de $100, le reste, c'est du papier. Je l'ai pas vu.
C'est ça un escroc, c'est son métier. C'est son métier. Mais toi, le brel, il y a un change là. Pourquoi tu changes dans la rue? Tu dis, hey, j'ai gagné 2 dollars pour 100 dollars. Oui, tu as perdu 10 000 dollars maintenant. Eh bien, c'est exact ça. C'est exactement ça. Lui, etc., il te fait croire que tu vas gagner, alors qu'en fait, tu vas perdre. Et dans tous les systèmes, c'est pareil. La preuve, c'est que les 3/4 des gens qui font ce qu'il ne faut pas, ouais, ils conseillent aux autres ce qu'il faut. Donc tout le monde sait ce qui n'est pas bien, et tout le monde sait ce qui est bien. Mais comment ça se fait que c'est bien pour les autres et pas bien pour toi? Je sais pourquoi, c'est très simple. Parce que tu n'as pas accepté que toi-même, tu es un autre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire, si toi, tu te conseillais à toi comme tu conseilles les autres, tu n'aurais pas de problème. L'éducation, c'est pareil. Ils disent, il faudrait éduquer les enfants comme si c'était les enfants des autres. Parce que les enfants des autres, tu as la patience. Tu dis, bon, écoute, tu as cassé la vitre, c'est pas grave, fais attention. Mais si ton fils à toi, il casse la vitre, tu vas le crucifier. Tu vas l'éclaser, tu vas le fracasser, tu vas le détruire. Pourquoi? Parce que c'est pas ton fils, c'est le fils de l'autre. Alors qu'en fait, c'est faux. Peut-être ton fils aussi, c'est le fils de l'autre. C'est pas grave. D'accord, mais c'est quoi l'idée? L'idée, essayez de vous réveiller parce que vous êtes tellement concentrés, on dirait que vous dormez avec les yeux ouverts. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que ça, c'est une lecture que tu dois avoir. Ouais, c'est une caméra que tu dois avoir au-dessus de ta tête. Et bien, dans le couple aussi, ça doit être comme ça. Ça veut dire que quand toi, vis en temps réel, d'accord, maintenant je rentre à la maison, maintenant c'est la femme de ma vie, maintenant c'est mon mari qui arrive, maintenant c'est le père de mes enfants, maintenant c'est celui qui se casse la tête pour notre parnassa, maintenant c'est cette maman qui prie pour nous, qui nous prépare le manger. En fait, tu te conditionnes, tu te mets en situation 2. Ouais. Et ça change ton regard. Complètement. Alors que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font l'inverse. Ils disent, bon, ça c'est déjà normal. C'est normal qu'elle fasse à manger, c'est normal qu'il travaille, c'est normal qu'il soit gentil, c'est normal qu'elle soit attentionnée, c'est normal que la maison elle soit comme il faut. Alors tu t'habitues et tu oublies de te mettre en situation de positif, de remerciement. Parce que tu trouves ça normal. Mais c'est pas normal. Et ça aussi, c'est la grave maladie de l'homme et la femme, c'est que on croit que le normal est normal. Le normal n'est pas normal. Pour ça que de temps en temps, il faut rencontrer des fous, des cas sociaux, des gens bizarres, des réchaïm, pour voir qu'est-ce que c'est le Guéhinam. Tu vas dans des maisons, des fois, tu vois une guerre. Tu dis, mais vous vivez là-dedans? On n'a pas le temps de truquer. Ouais, tu vois la vaisselle, tu vois les enfants déchirés, mal habillés, l'ahnouna comme ça qui coupent. J'ai pas la tête, j'ai encore plein d'articles à lire dans le journal. Tu dis, mais ton fils, regarde la gueule qu'il a ton fils. Je m'en fiche, c'est pas mon problème. S'il n'est pas content, il n'a qu'à le faire lui. C'est-à-dire que toi, ce que tu trouves normal, c'est pas normal. Donc si tu rentres à la maison et qu'elle est rangée, tu dois faire le halal avec bracha. Si tu as un mari souriant qui laisse son stress dans la voiture et qui rentre positif à la maison, mais c'est un lingot d'or. Hein? Halal gamon. Ken, d'accord, c'est normal. Mais là, ils disent, mais heureusement. Mais c'est ça ton problème. Pourquoi? Parce que l'appréciation, la valorisation de ce que tu crois être normal, c'est ça qui donne les vitamines pour quand Chazvé Shalom, il y aura quelque chose d'anormal. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand le couple il est construit, il est solide, après s'il y a des situations, il y a des nerfs, il y a des crises, je sais pas moi, il y a une perte de quelqu'un de la famille, il y a une difficulté financière, il y a un souci avec un enfant, il y a un souci au niveau de dépression. C'est l'énergie que vous avez ramassée dans les accus, dans la batterie, quand ça va bien, qui permet d'assumer quand ça va pas. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Quand ça va bien, ils trouvent ça normal, et quand ça va pas, ils explosent puisqu'ils n'ont rien pour compenser. Alors je vous dis, c'est logique. C'est une logique d'économie, en fait. Ouais. C'est comme Yosef avec les vaches maigres et les vaches grosses. Ouais. Quand ça va bien, ramasse. Ramasse. Ouais. Mais pour qui tu ramasses? Si tu ramasses pour toi, ça marche pas, parce que ça renforce ton égoïsme. Si tu ramasses pour l'autre, alors tu dis alors et moi, alors je suis rien. Non, vous deux, vous ramassez pour le couple. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si vous avez 3 enfants, en fait, vous avez 4 personnes à vous occuper. 3 enfants plus le couple. C'est-à-dire que le couple, c'est une entité à part. Il faut nourrir le couple, il faut faire du bien au couple, il faut faire des vacances pour le couple, il faut faire du dialogue pour le couple, il faut investir pour le couple, il faut donner au couple.
Et quand tu donnes au couple, le couple te nourrit. Notre couple, il a besoin d'un voyage par an. Tous les deux, pas avec les enfants, la marmaille, la grand-mère, la belle-mère. Tous les deux. Tu dis, ah, c'est pas évident, c'est difficile, on n'a pas forcément les moyens. Pourquoi ils ont créé EasyJet? Pourquoi ils ont créé Ryanair? C'est pour les Coleman et pour les riches radins. C'est pour eux. Ouais, d'accord. Comme ça, pour 400 €, pour 400 €, tu peux partir à Marbella, dans un hôtel à 29 € la chambre hors saison, plus le petit billet d'avion, plus les boîtes de thon et le pain. Et voilà, on a fait un petit week-end. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Non, tu dis, non, moi, il me faut le méridien à Bangkok, avec la malaria. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Je dis, non, mais je me lève le matin, il faut que je voie la mer. Mais tu vois déjà sa mère. Tu veux en plus voir ta mère? D'accord? Ça sert à rien. Elle dit, alors je vais la laisser toute seule. Tu dis, écoute, pour un week-end romantique, c'est pas évident. En plus, elle dort avec nous parce qu'on ne voulait pas prendre une deuxième chambre. Je dis, alors, autant que je te dis, je suis Nida, mon chéri. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, des fois, ils oublient le principal. C'est pour nous, notre couple, il a besoin de ce week-end. C'est pareil. Quand tu rentres à la maison, il y a le petit quart d'heure, l'embrayage. Tu rentres, première chose que tu fais. Parce que pendant des années, tu rentrais, il n'y avait personne. Il n'y avait que toi et ta femme. Il n'y avait pas les enfants. Donc ça reste le modèle de la choupa. Tu rentres, dès que tu rentres, hop, embraye. Comment ça a été la journée? Ça va, ma chérie? Mon cœur, un petit bisou, un petit truc, c'est normal. Quand il n'y avait pas Nida. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ce petit quart d'heure qui va nous faire embrayer sur la troisième partie de la journée qui s'appelle la soirée. Parce qu'il y aura les enfants encore, et il y aura l'étude, et il y aura la télévision, il y aura ce qu'il y aura, mais ça embraye. Si on n'embraye pas, d'accord? Il y a des gens comme ça, ils rentrent chez eux, tac, ils posent leurs affaires, ils allument la télé, ils se font un petit whisky. Je dis, la femme elle dit, hey. Ah, je t'ai pas vu, c'est transparente. Des fois, c'est la femme. Elle continue, elle est au téléphone avec sa copine, et l'autre, il rentre, il passe. À la fin, il enlève la prise du téléphone. Qu'est-ce qu'il fasse? C'est pour ça qu'ils ont fait des sans-fils. Ils ont fait des sans-fils à cause des belles-sœurs. D'accord? Donc, ou des copines. Ça veut dire que ton mari rentre à la maison, c'est ton mari. Ta femme, elle rentre à la maison, c'est ta femme, c'est normal. Moi, je reçois des téléphones et tout ça. Pendant les cours, je réponds jamais, sauf si c'est ma femme qui téléphone, même si je suis en plein milieu d'une conférence, d'accord? C'est pareil, j'arrive à 1h du matin, première chose, je monte voir si elle dort. J'ouvre la porte doucement, elle ne bouge pas, elle dort. Si elle me dit chérie, hop, je sais qu'elle est réveillée. C'est normal, c'est ça, c'est pour ça, pour qui je vis alors? Tu vis pour ta femme, elle vit pour toi. Maintenant ça, vous deux, ensuite, vous pouvez vivre pour vos enfants. Et après, si vous voulez vivre pour la famille, et après, si vous voulez vivre pour la communauté. Ouais, mais la communauté ne va pas remplacer ta famille. Les enfants, ils ne vont pas remplacer ta femme. Et ta femme, et ta mère, elle ne va pas remplacer ta femme. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut toujours savoir quelle est la hiérarchie des priorités parce que elle nourrit l'autre, elle nourrit l'autre, elle nourrit l'autre. Il dit, c'est pareil. Quand toi, tu fais ce travail-là de mettre la chose en priorité, alors tu as compris maintenant qu'en fin de compte, en nourrissant ton couple, il te nourrit. Mais ça, je dis et je répète lourdement, ouais, c'est une avoda. C'est pas de temps en temps, s'il y a un problème, ou maintenant on va se recentrer sur notre couple parce qu'on a été éprouvé par la maladie, on a été éprouvé par la dépression. Non, ça c'est une erreur. L'erreur, c'est que les gens, ils essayent de régler des problèmes bédiévèdes, a posteriori, alors qu'il faut éviter des problèmes a priori. Ça c'est la marloquette. La marloquette, quand c'est marqué « Ki ani Hashem rofecha », ouais, car je suis l'Éternel ton médecin, c'est une marloquette. Est-ce que Ki ani Hashem rofecha, ça veut dire que quand tu es malade, Hashem te soigne? Ouais. Ou alors non, c'est que Hashem, il t'évite de tomber malade. Vous me suivez ou non? Quand tu dis Refaini, tu pries quoi? Tu pries qu'Hachem, il t'envoie la guérison, ou tu pries qu'il ne t'envoie pas la maladie? C'est deux approches. Ouais. Et ben dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens qui sont toujours a posteriori et des gens qui sont a priori. Maintenant, ça coûte exactement la même énergie de faire les choses avant ou de les faire après. La seule différence, c'est que quand tu fais les choses après, elles ont un goût amer. Parce que c'est déjà imprégné d'échecs, c'est déjà imprégné d'angoisse, c'est déjà imprégné de mal-être. Parce que tu t'es fait attraper, parce que tu as fait une bêtise, parce que tu as laissé pourrir la situation. Ouais. Alors pourquoi tu fais ça? Entretiens. Pourquoi tu attends de... C'est comme si tu fais pas le ménage, jusqu'à ce que ton mari crie, mais c'est dégueulasse. Fais le ménage.
Toi, c'est pareil, toi. Sois souriant, sois souriant. T'as pas besoin qu'un jour, ta femme dise, tu as vu la gueule que tu fais? Regarde, je t'ai pris en photo. Ouais. Regarde la gueule. Ou des gens qui insultent. Il y a des femmes ou des maris, ils enregistrent avec leur téléphone. Et après, quand ils disent, mais regarde, c'est quoi cette façon de parler? Alors au début, bien sûr, la personne, elle dit, c'est de ta faute, c'est normal. Transfert de culpabilité évident chez les enfants de la maternelle, d'accord? Et après, la personne, elle dit, eh ben écoute, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que je parle comme ça. Eh ben c'est ça le problème. C'est que tu ne te rends pas compte. Donc tu ne vis pas ta vie. Ouais. Donc qui c'est qui la vit? Donc pour ça que j'ai dit qu'il faut s'engager, dans une dynamique active et positive de s'occuper de son couple. Vous me suivez ou non? A priori, pas a posteriori, a priori. Comme les enfants, tu dis, écoute, dès que l'enfant il est conçu, c'est fini. Il faut que tu t'en occupes. Maintenant, il y a une partie, tu parles, une partie, tu pries, une partie, tu t'occupes de ça par là, ça, une partie, tu suis qu'est-ce qui se passe à l'école, une partie, tu vois avec qui il sort avec ses enfants, avec ses copains. C'est ton fils, c'est fini. Tu es responsable. Tu es responsable. Ouais. Ah, je sais ce que vous allez dire. Oui, ben, au bout d'un moment, les responsabilités, hein, ça pèse. Hein, parce que tu es responsable de ça, tu es responsable de ça, tu es responsable de ça. À la fin, on n'en peut plus de toutes ces responsabilités. Ah, je vais t'expliquer ton problème. La responsabilité, ouais, quand tu la refuses, elle pèse. Mais quand tu l'acceptes, elle devient un tremplin. Vous me suivez ou non? Toi, tu dis, je vais le faire. Je vais le faire. Ben, c'est ça qui te donne la force de faire. Parce que tu t'es engagé à faire. Quand tu ne veux pas faire et qu'on t'oblige à faire, c'est cette obligation qui va t'étouffer, qui va t'empêcher de faire. Donc l'engagement, en fait, c'est comme un tremplin. Tu peux t'en servir pour sauter 3 mètres. Toi, tu vas courir, tu vas sauter 1m50, 1m80. Tu dis, j'ai envie de sauter 3 mètres. Tu veux sauter 3 mètres, voilà le tremplin, il est là. C'est comment ça marche un tremplin? Ouais, c'est une planche avec un ressort. Maintenant, le problème, c'est que le tremplin, si tu le prends bien, tu sautes 3 mètres. Mais si tu le prends mal, tu te casses les 2 chevilles. Parce que tu l'as mal pris. Donc, comme les gens, ils ont peur de se casser les chevilles, du coup, ils ne prennent pas le tremplin. Comme le Yetzirah, il va dire, ne prends pas les responsabilités. Ne prends pas le risque, ne prends pas. Alors, du coup, tu fais rien. Mais quand tu dis, Ani, Acharai, je suis responsable du sourire de mon conjoint, c'est une Acharayut. Je suis responsable du salaire de mes employés, c'est une Acharayut. Je suis responsable de la confiance de mes fournisseurs qui m'ont donné la marchandise, je suis responsable de les payer. Ouais. Et bien cet engagement-là, c'est ça qui fait que tu as la siyata d'Ishmaïa pour rendre l'argent. Et pour payer le fournisseur, et pour rendre heureux ton conjoint, et pour éduquer tes enfants. C'est la Acharayut que tu as pris. C'est la responsabilité. Pourquoi? On avait expliqué déjà un petit peu ça, mais c'est un élément dont on a besoin maintenant dans le raisonnement. C'est que, vous savez que le Ratson, il vient de la Neshama. Vous vous rappelez de ça, non? L'énergie de l'âme. On appelle en français la volonté. Elle vient de la Neshama. Donc, elle est infinie, comme la Neshama. Mais le je, lui, il est fini. C'est l'homme. Maintenant, quand je dis je veux, en fait, c'est ma conscience, mon je, qui utilise une énergie de l'âme qu'on appelle la volonté. Vous me suivez ou non? Donc c'est un mélange, en fin de compte, de divin et d'humain. De fini, le je, et d'infini, la neshama. Mais ça veut dire que quand je dis je veux, puisque c'est une énergie qui vient de l'âme, donc quand je dis je veux, je mets Hachem dans le projet. Ça va? Mais pour ça, il faut que le je et le veux, ils soient au moins équivalents. Maintenant, si moi je réussis à augmenter le vœu et à baisser le je, donc je vais moins faire écran, parce que le vrai écran devant la volonté, c'est le moi. C'est moi, comment je vais faire, moi j'y arriverai jamais, moi c'est trop difficile, moi je vais finir le chasse, moi je vais écrire un pirouche sur Raphaïm. Ah, tu dis toi, c'est vrai, moi. Mais si tu t'oublies, tu enlèves le moi, et tu dis je vais le faire, et tu le fais, ouais. Donc il n'y a plus d'écran devant le vœu. Maintenant, comment on appelle la capacité à enlever le je qui fait écran devant le vœu? Comment on l'appelle en hébreu? Messirut Nefesh. Le Nefesh,
Atamoser roto. Si on lève le nefesh, parce que le nefesh, il est petit. Le nefesh, il est limité. Le nefesh, il est psychiatrique. Le nefesh, il est orgueilleux. Alors quand tu enlèves le nefesh, Messirut nefesh, il reste le ratson. Et le ratson, il est infini. D'accord? Donc tu veux étudier une Gemara, tu fais Messirut nefesh. Pourquoi? Parce que ton corps, il te dit, mais tu l'as déjà lu. Ton corps, il te dit, mais c'est fatigant. Ton cerveau, il te dit, mais ça y est, t'as compris. Tu dis, non, je veux rien savoir. Allez, je relis 82 fois le Tosfot. Je le relis encore, et je le relis, et je le relis. Et à la fin, il te sort un pshat. Le gars, il te dit, wow, mais c'est Rabbi Akiva Eiger. D'où il est sorti? Parce que tu as le cerveau de Rabbi Akiva Eiger? Non. Parce que ta Neshama, elle voit comme Rabbi Akiva Eiger. Mais le problème, c'est que devant ta Neshama, il y avait ton mesquine de jeu. Il y avait ta petitesse. Donc il fallait que tu fasses Messirut Nefesh pour voir le pshat de Rabbi Akiva Eiger dans le Tosfot. Et bien c'est exactement pareil. Maintenant tu ne comprends pas cet enfant. Tu dis je ne comprends pas cet enfant. Mais je ne comprends pas cet enfant. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu le regardes à travers ton jeu. La preuve, tu dis moi à sa place, je n'aurais pas fait comme ça. Moi je ne comprends pas pourquoi il se conduit comme ça. Moi à son âge, j'étais pas comme ça. Donc comme tu mets le moi entre ton Ratson et lui, tu ne vois pas lui, tu te vois toi. Après, tu dis, comment ça se fait, je ne le comprends pas à lui. Alors, on te dit, fais Messirut Nefesh. Oublie-toi. Et d'un seul coup, tu le comprends à lui. Elle est pas belle, celle-là? Comment tu peux t'oublier? Hein? Comment tu peux t'oublier? Comment tu fais? Comment? C'est ça, Anava. Anava. Ça veut dire qu'il faut que toujours que ton projet, il soit plus grand que ta personne. Ouais. Il faut que ta famille elle soit plus importante que toi. Il faut que ton projet, par exemple, dans l'entreprise, il soit plus grand que ton intérêt. Si tu cherches ton intérêt, tu te cherches toujours mesquine. Mais si tu regardes le projet, tu dis, allez, je veux prendre 40% du marché européen. Ça, c'est un projet. Si tu dis, je veux gagner 4 millions d'euros, tu es mesquine. Maintenant, en prenant 40% du marché européen, tu as pris 60 millions d'euros, pas 4. C'est-à-dire que tu as enlevé la mesquinerie, tu as enlevé la petitesse, tu as enlevé... Pourquoi? Parce que la seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. Et ça aussi, c'est marqué dans la Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais. Les olam yasok adam batorah b'mitzvot shelo lishma shemitoch lo lishma balishma. Maintenant, le lo lishma, c'est quoi? C'est par intérêt. Ça veut dire c'est lié à la matière. Mais lishma, c'est sans intérêt. Maintenant, nous, on ne sait pas ce que c'est le lishma. Mais on sait ce que c'est lo lishma. Vous me suivez ou non? On sait ce que c'est pour frimer, pour qu'on appelle Rav, on fait par intérêt, on sait ce que c'est. Maintenant, c'est plus facile de s'éloigner de ce que tu connais, ouais, que d'aller vers ce que tu ne connais pas. Donc tu vas t'éloigner du lolishma, mitor chez lolishma, balishma. Vous me suivez ou non? En t'éloignant du nord, tu te rapproches du sud. En t'éloignant du bas, tu te rapproches du haut. Et en t'éloignant de la mesquinerie, tu te rapproches de la générosité. Donc en s'éloignant de ce qui est petit chez toi, tu te rapproches de ce qui est grand chez toi. Donc le petit, c'est quoi? C'est le limité. Le limité, c'est le nefesh. Donc la Messirut Nefesh, elle donne de la siyata d'Ishmaël. Incroyable. Ça va? Eh bien le couple, c'est pareil. Le couple, c'est quelque chose d'invisible. D'accord? C'est une entité comme ça, invisible. C'est comme si nous deux, on est en train de se prendre la tête. Oui, toi, ta famille, ta race, ta truc, ta mère, elle ne m'a pas téléphoné pour dire shalom. Mais qui crève tous? Non, je veux dire, viens, on réfléchit. D'accord? Donc, et nous deux, on est en train de se prendre la tête. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous deux, on fait comme ça, on fait. Genre, on peut se parler tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort de notre corps tous les deux. On laisse les deux imbéciles en train de s'engueuler, là. Et on se tient comme ça. On dit, tu les connais, ces deux-là, là? Je crois que c'est nous. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est nul. Ah là là, ça fait 1h30 qu'on se prend la tête pour une lourdeur. Parce que je t'avais dit de sortir à la 3e sortie et toi t'es sorti à la 4e. Alors on va se pourrir 1h30 de voiture comme ça, à faire la gueule. Après on va se pourrir le Shabbat avec les nerfs. Tout ça pourquoi? Rabotaï, est-ce qu'on peut se marier comme des idiots et divorcer comme des imbéciles? Avec entre-temps avoir un couple de nuls? Tu n'as pas envie de vivre autre chose? Oui, mais tu te rends compte, ah, tu la connais pas, ah, tu sais pas ce que j'ai vécu, ah, il m'a saoulé, ah, il m'a étouffé, au début du mariage, il m'a étranglé, il m'a empêché de vivre. Ok, chérie, ok, mais ça fait 42 ans. Il a fait teshuva, il a changé. Maintenant, oui, mais j'arrive pas à oublier, c'est trop dur ce que j'ai vécu, pour moi, c'est comme si c'était hier. Mais il va se pendre. Il va acheter un tabouret, une corde, il va trouver une solution.
peut pas vivre toute la vie avec le passé. Eh ben c'est trop dur. Alors moi je te pose une question la plus idiote du monde. Ce passé que tu entretiens au présent qui te pourrit ton futur, c'est du Yetzara ou Yetzira Tov? Tu dis non, c'est de la mémoire. C'est un devoir de mémoire. Donc tous les jours tu fais la commémoration, la journée du souvenir de la Ramba, avec hymne national de la tristesse. Comme si on t'avait enlevé le Shoah. Tu dis non, c'est pas grave. Allez, avance. Gamzeya avant. Allez, on était jeunes, on était des gamins, on était des orgueilleux, on était des idiots. Allez, viens, on avance. Allez, mon amour, allez, viens, on avance. Ouais, tu es capable de faire ça ou non? Alors, je dis, je ne peux pas le faire pour elle, parce qu'elle m'a déçu. Je ne peux pas faire pour lui, parce qu'il m'a fait du mal. Alors faites-le pour votre couple. Ah oui, c'est vrai, on peut le faire pour le couple. Comme des gens, je leur dis, faites-le pour vos enfants. Vous êtes deux brels. Faites-le pour vos enfants. Parce que jusqu'à quand les enfants ils vont voir des brels? Si vous allez dire, mais c'est un autre problème, ça c'est l'éducation. Mais non, parce que tout ce que vous avez souffert dans le couple, c'est rien. C'est des amuse-gueules. Ouais. Par rapport à voir des enfants tordus. Bah oui, parce que tu t'engueules avec quelqu'un. Tu te dis, je m'en fous, au pire je la quitte. Mais il n'y a pas de divorce des enfants. Tu ne peux pas écrire à ton frère, Ani, Midgaresh, Mimcha, Alidé, Aguet, Azé. Il n'y a pas. Il n'y a pas de guette des enfants. D'accord? Donc tu es condamné, en deux mots, d'accord? Damné, c'est maudit. Tu es condamné à t'arranger avec tes enfants. La seule consolation qu'on a, c'est qu'on sait que le problème et la solution, ils sont au même endroit. C'est que les enfants, c'est le problème, la solution, c'est les enfants. Maintenant, quand toi, tu dis, bon, écoute, ok, toi et moi, ça ne va pas. Ok, on a compris, ça ne marche pas, moi, on n'est pas de la même race, on n'est pas de la même famille, on n'est pas... Ok. Bon, viens, on va s'arranger pour les enfants parce que c'est pas bien que les enfants, ça les déstabilise. Et après, toute leur vie, ça va être leur modèle. Et toute leur vie, ils vont essayer de reproduire le modèle de leurs parents. Alors, autant qu'ils aient un bon modèle. Maintenant, quand on va le faire pour nos enfants, en fin de compte, on le fait pour nous. Bah oui, parce que Birklal Mataïm Mané, dans 200, il y a 100. Dans 200. Si je te dis, tu peux me prêter 100 euros, tu dis non, j'ai 200. Je dis, dans 200, il y a 100. Tu dis, ah non, c'est 200 et c'est 100. Faut pas. Tu m'as demandé 100, tu m'as demandé 100. Moi, j'ai 200. Ouais. Donc, dans 200, il y a 100. Birklal Mataïm Mané. C'est que si toi, tu es intelligent pour l'autre, tu peux aussi être intelligent pour toi. Oui. Si toi, tu es patient pour les voisins, tu peux être patient pour les conjoints. Si toi, tu es fin pour les clients, tu peux être fin pour tes enfants. Birklal Mataïm Mané. Alors fais-le. Tu dis non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est commercial, ça, c'est marketing. Et ça, c'est les nerfs et la déception. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas compris que tout ce qui existe, ouais, comme ce qui existe dans le kasher, ça existe dans le taref. Comme ce qui existe dans le chol, ça existe dans le kodesh. Donc peut-être que tout le ben adam la havero qui existe dans le monde, c'est pour que tu fasses le ben adam la havero avec tes proches. Exactement l'inverse. C'est-à-dire que toutes les qualités que tu as développées avec les autres, c'est pour que tu sois bien avec tes proches. Parce que le plus grand nisayon, c'est avec les proches. C'est pas avec les gens loin. Vous me suivez ou non? Donc les autres, c'est pour s'entraîner, mais les championnats du monde, c'est à la maison. C'est les Jeux Olympiques. Est-ce que tu es prêt à remporter la médaille? Ou non, tu fais le contraire. À l'extérieur, tu es en pleine représentation permanente de l'homme parfait, de la femme parfaite, et à la maison, la sorcière. La strega. Mais bien aimée. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça n'existe pas en Italie? Il faudrait voir améliorer les programmes. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que cette notion de travail. Après, là où on va investir, il y a un investissement, par exemple, qui s'appelle le chesed, d'accord, qui est une base du couple. Donc, il va falloir faire du chesed. Mais encore une fois, du chesed pour construire, du chesed pour durer, du chesed pour apporter. Donc, il va falloir faire un chesed qui soit bekavana, un chesed qui soit positif, un chesed qui soit constructif. D'accord? Maintenant, si moi je donne pour obtenir, c'est pas du chesed, ça s'appelle du commerce.
D'accord? Il faut que je donne sans attendre de résultat. Il faut faire chesed chez les Met. Comme chesed les Met. D'accord? Pourquoi? Parce que dès que je mets un intérêt dans le chesed, automatiquement, le chesed, il s'appelle Ahavat Tluya Badava. Et c'est un amour qui est dépendant d'une chose. Et quand c'est dépendant de la chose, alors un jour, ça va disparaître. Donc, il faut avoir un amour désintéressé. Je sais que c'est très difficile, vous allez dire oui, c'est un peu utopique, chacun, il a ses petits calculs, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux obtenir. Quand on est enfant, c'est normal. Mais au bout d'un moment, ça devient idiot. Pourquoi? Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu limites ton chesed, tu limites aussi le retour du chesed. Même si oui ou non. C'est comme si le gars, il a mis 5 000 € à la bourse, il a pris 100 000 €. Il dit, dommage, je n'ai pas mis 100 000. Et c'est trop tard. C'est déjà fait. Tu dis, oui, mais j'ai eu peur de perdre. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements qui ne sont pas risqués. Maintenant, quand toi, tu prends le risque, tu sais quoi? Je vais faire du chesed sans attendre. C'est risqué, parce que peut-être que l'autre, il ne va pas te rendre. Eh bien, l'autre, ouais, il peut aussi faire du chesed sans calcul. Mais si toi, tu fais un chesed avec calcul, tu es sûr que l'autre, il fait un chesed avec calcul. Et après, tu trouves ça mesquine. Je ne comprends pas, c'est du donnant-donnant, parce que je t'ai fait ça, tu me fais ça, et toi, tu me conditionnes. Après, tu me fais du chantage. Après, tu me fais du chantage émotionnel. Mais c'est toi qui as donné la nature du chesed. Tu as fait un chesed calculateur. Est-ce que ta mère, elle a calculé chaque tété? Elle t'a dit, oh là, où tu vas là? 10 minutes, c'est tout. Allez, maintenant, on verra. Si tu fais des études, je te redonne la tété. Mais il est fou, celui-là. La mère, elle donne, c'est généreux. Le papa, c'est pareil, il donne, il amène. La bracha, le shefa, allez les enfants, mangez. Après, tu dis, oui, mais tu vas mettre trop, on va jeter. Eh bien, qu'on jette, on va remettre encore. Et c'est bien. Il faut. Ouais, parce que tu as les yeux grands, tu vois grand. Tu as les yeux petits, tu vois petit. Il faut être béchefa. Comme Hachem, il est béchefa. Tu vois tout ce qu'on jette dans l'univers, tu dis, c'est du gaspillage. C'est le shefa. Il y a shefa. Ouais, il y a de la générosité. Vois grand, pas petit. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que pareil avec l'autre. Que maintenant, moi, j'ai compris que le chesed, il est bonné, que le chesed, il construit, donc je vais faire de la bonté. Maintenant, quand je fais une bonté désintéressée, donc une bonté qui est sans calcul, qu'est-ce qu'elle crée, cette bonté sans calcul? Elle crée la confiance. Toujours, je donne le même exemple. Si moi, je suis dans le train et j'ai 60 000 € sur moi, parce que je vais pour acheter une belle voiture, ouais, une BMW d'occasion, et j'ai 60 000 €, et je pose ma veste comme ça, et je vais aux toilettes. Et il y avait un gars qui était assis en face de moi dans le train. Et je reviens et je vois le gars, il a les 2 mains plongées dans mon veston. Qu'est-ce que je pense? Il est en train de voler. Mais si je suis avec mon père, assis au salon, et je dis, papa, je vais aux toilettes. Ouais. Et je lui dis, tiens, je vais acheter la voiture, j'ai l'argent ici. Et je reviens, je le vois les 2 mains dans le veston. Est-ce que je pense qu'il est en train de voler? Non, je pense qu'il est en train de me rajouter 1 000 € pour que j'achète encore un petit truc en plus. Ouais. Pourquoi ton père, tu crois qu'il rajoute l'argent et l'autre qui est en train de voler? C'est normal. Parce que ton père, tu as du crédit. Tu as de Kavzechut. Pourquoi tu as du crédit? Parce que ça fait 21 ans qu'il te fait du bien. Donc c'est pas maintenant qu'il va te faire du mal. Donc ça veut dire que la confiance, elle vient par le crédit développé par le chesed. C'est pour ça que je comprends jamais comment ça se fait que les Khatan Kala au début, il dit j'ai pas confiance. Mais tu peux pas avoir confiance. Tu la connais pas, elle te connaît pas. Vous venez d'arriver, les deux étrangers. Or le bon Dieu, il donne 6 ou 7 mois de confiance, crédit gratuit au départ, comme quand tu achètes la voiture, il te met 20 litres d'essence dedans, c'est normal, ouais. Mais après, baba, il faut que tu ailles à la pompe. Donc maintenant, tu te retrouves dans une espèce de course contre la montre. C'est que tu dois faire du chesed, pour qu'ensuite, quand tu vas parler, quand tu vas agir, ou quand tu vas avoir une conduite un peu ambiguë, ouais, l'autre, elle va te donner le crédit. Elle va te donner la confiance. Parce qu'il y a eu le chesed. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne font pas de chesed, ou ils font un chesed avec calcul. Le chesed avec calcul ne crée pas la confiance. Et le jour où il y a une crise, il n'y a pas de confiance. Alors tu dis, je comprends pas, tu ne me fais pas confiance? Pourquoi je vais te faire confiance? Tout ce que tu m'as donné, tu l'as calculé. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est quoi la confiance? Les gens, ils croient que la confiance, c'est que, au Hachem, je sais que mon mari,
Quand il me dit qu'il va au travail, il ne va pas retrouver une folle, ou que ma femme, quand elle ne répond pas au texto, je sais qu'elle n'est pas en train de faire des bêtises avec son prof de sport. Non, on ne parle pas des animaux. Ça, c'est les animaux, ça. Non, ça, c'est une confiance, c'est normal, ça. La confiance, c'est pas ça. La confiance, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne le prends pas comme un reproche. Tu dis, mais attendez, après 40 ans de mariage, tu fais une remarque. Ah, pourquoi tu parles comme ça? C'est juste une remarque. Ça veut dire que ça prend du temps. Vous me suivez ou non? Parce qu'en fait, c'est un problème de rivalité. C'est un problème quelle est ta place, quelle est ma place. C'est un problème que tu m'étouffes, c'est un problème que tu décides pour moi, c'est un problème que tu ne me laisses pas vivre. Tu me dis, ma chérie, mais ça fait 25 ans. Je t'ai donné 6 enfants, tu crois que je te veux du mal? Ouais, moi je travaille toute la journée pour toi, tu crois que je veux t'écraser? Comment ça se fait qu'on n'a pas encore la confiance? Encore une fois, je n'ai pas dit la confiance, Razé Shalom, d'aller faire des bêtises. On connaît l'autre, on sait. Tout de suite, tu vois ton mari, il n'est pas bien, tu vois que ta femme, elle n'est pas bien, tout de suite, à la seconde. Même quand elle n'est pas là, tu penses à elle 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu dis, il faut que je l'appelle. En fait, elle a un souci. Elle est vexée de la veille et c'est comme ça. Les deux Neshamot, elles communiquent. On est sur le même réseau Wi-Fi. D'accord? Pour les gens qui s'aiment. Les gens qui cohabitent, ceux-là, c'est autre chose. Mais les gens qui s'aiment, c'est comme ça. D'accord? Donc, toi, maintenant, tu dois réfléchir. Tu te dis, pourquoi? Si je dis une information, cette information, elle n'arrive pas de l'autre côté. Alors, je te dis pourquoi. Parce qu'il y a des filtres. Il y a des filtres. D'accord? Il y a l'ego, l'orgueil, l'égoïsme, la difficulté à se remettre en cause, la lourdeur, le regard de l'autre, la complexité, la compréhension, la tolérance, l'ouverture. Il y a des filtres. Donc, quand toi, tu dis un mot d'unité 9, il y a 3 qui arrivent. Après, tu dis, mais pourquoi on ne se comprend pas? C'est normal. À chaque fois, il y en a 5, 6 qui partent à côté. Parce qu'il n'y a pas d'écart de croûte. Parce qu'il n'y a pas d'écoute. Parce qu'il n'y a pas de confiance. La confiance, c'est le bet qui boule de la Havana. C'est le réceptacle de la compréhension. Maintenant, on a un problème. Parce que je ne peux pas construire le dialogue s'il n'y a pas la confiance. Puisqu'on a dit que communiquer, c'est comme un. Ouais. Et la confiance, elle vient du chesed. Donc, je suis obligé de faire du chesed pour avoir un crédit de confiance qui permet d'avoir de la communication. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, qu'est-ce qu'on dit en français? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et les gens, ils s'énervent. Ils s'énervent, ils disent, écoutez Rav, on est d'accord sur rien, on ne se comprend pas, on ne va pas dans le même sens. Quand elle dit blanc, je dis noir. Elle croit que la contradiction, c'est une marque de personnalité. Lui, il croit que de dire non, c'est une marque de kavod. Je dis, mais vous n'avez même pas commencé le travail. J'ai des couples là. C'est des médecins, c'est des dentistes, c'est des ingénieurs, c'est des rabbins. Mais ils ne font pas le travail. Je ne comprends pas pourquoi les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. J'arrive pas à comprendre. Pourtant, je ne suis pas spécialement idiot. Je conceptualise les situations, j'analyse, je vois l'intériorité des choses. Mais là, je dis, mais c'est pas possible. C'est tellement débile. C'est tellement débile, tu dis, mais dommage que c'est pas une mitzvah d'être bête, tu serais un hassid, tu serais un admour de la lourdeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce da'at. Vemi she'en bo da'at. Ouais. Nevela tova imeno. En aniut ke aniut da'at. Chaser lev ze chaser da'at. C'est que la personne qui n'a pas le da'at, qui dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais attends, mais c'est la mère de mes enfants, c'est ma femme, c'est mon mari, mais on est des malades. Ah, vous savez ce qu'elle m'a fait? Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez? Encore le vendredi, 4h, 4h30 avec un couple, j'en pouvais plus. Je dis, mais allez vous pendre les deux, allez. Bon, fatigué de lourdeur. J'ai dit, mais je comprends pas. J'ai dit au gars, je comprends pas, c'est moi qui me bats pour ton couple. J'ai dit, mais crève. C'est moi qui... Mais non, ça va aller, tu vas t'arranger, tu la connais pas, t'as mal compris, elle t'aime, elle truc. C'est moi qui me bats, mais t'es un malade. T'es un malade. Et lui, non, après, au bout d'une heure, vous avez raison, merci Rav, elle donne de la force, je vais repartir. Mais il est fou celui-là, il me prend ma vie, il me prend ma neshama, parce qu'il n'a pas envie de s'assumer. Vous suivez ou non?
Mais c'est ça la vie, c'est ça le problème. Le problème, c'est que Mishen Boda'at, Asur les Rahem Alav. Celui qui n'a pas le Da'at, en vérité, c'est interdit d'avoir pitié. Alors je te dis maintenant, ne regarde pas toi par rapport à l'autre qui n'a pas de Da'at. Regarde-toi par rapport à toi qui n'a pas de Da'at. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand toi, tu vois que toi, tu ne fais pas preuve de maturité, tu ne dois pas avoir de pitié pour toi. Alors que c'est ça ton problème. C'est que tu sais que tu es immature, mais quand même, tu légitimises tes lourdeurs. Alors encore une fois, dans un premier temps, en accusant l'autre. Après, quand tu vois que tu as quand même une part dedans, eh ben, tu te mets en victimisation. Tu dis oui, j'ai beaucoup souffert et j'ai du mal à oublier. Tu vois comment tu fais? Tu as pitié de ta lourdeur. Tu as pitié de ton Yetzerara. Tu as pitié de ton égoïsme. Tu as pitié de ton orgueil. Mais c'est des choses qui ont été créées pour être détruites. C'est fait pour ça. Ouais. Esh tamid tukada la misbeach, c'est quoi? C'est qu'il faut brûler les mauvaises midotes sur l'autel de ton évolution. C'est fait pour ça. C'est des corbanotes. Tu prends ton orgueil, tu le brûles. Tu prends ta bêtise, tu la brûles. Tu prends ton entêtement, tu le brûles. Mais brûle! Tu dis non, je les conserve. C'est ma personnalité, c'est ma façon de voir, c'est mon opinion, c'est l'éducation, c'est le modèle de mes parents. Mais si ton père il était brel, c'est une mitzvah de ne pas être comme lui. Mais avot albanim, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi les enfants, ils retombent, les fautes des parents, ils retombent sur les enfants? Vous connaissez cette Gemara ou non? Non? La Gemara, elle dit si, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Pourquoi ils prennent les enfants? Elle dit non, si les enfants, ils vont dans la même direction que les parents, c'est normal. Si le père est très très coléreux et le fils il veut faire comme son père, eh ben les deux ils auront un ulcère. Il n'est pas puni parce qu'il est coléreux, il est puni parce qu'il n'a pas appris de son père qu'il ne fallait pas être coléreux. Donc il est oler bederer aviv, donc il va avoir les mêmes problèmes que le père. Ça s'appelle Poked Avon Albanim. Donc si on est dans cette logique là, donc on arrive à quelque chose d'incroyable. Malgré l'heure. Ouais. C'est que vous avez compris maintenant comment est-ce que le chesed, en fin de compte, c'est un outil qui est très très puissant. Oui. Si on l'a dit Olam Chesed Ibané, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pas de la poésie, c'est pas de la philosophie. C'est un yesod de la Torah que quand tu veux créer quelque chose, tu dois fonder cela sur le chesed. Ah, tu dis, mais il faut aussi de la chorma. Oui. Mais il faut aussi de la hadinout, de la finesse. Oui, mais il faut aussi de la perpétuité, il faut de la gvoura. Oui, mais la Torah, elle a dit Olam Chesed Ibané. Ouais, c'est marqué Bechorma Yesod Aretz. On va fonder sur la sagesse, mais le binyan, il vient par le chesed. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Toi, tu dois faire du chesed Bechorma. Tu dois faire de la bonté avec intelligence. Qu'est-ce qu'il faut apporter? La manière de l'apporter, le rythme à laquelle tu l'apportes. Combien cette bonté, on a dit, elle est intéressée, combien elle est désintéressée. Ça s'appelle Chesed Bechorma. Chesed Bechorma. Ouais. Et tu vois que ça produit des fruits. Tu vois que tu obtiens des résultats. Tu vois une réalité qui se construit. Pourquoi? Parce que on a dit déjà plusieurs fois que le Gaon de Vilna, il dit quand tu veux savoir où est l'importance d'une mitzvah, tu regardes où est-ce que le Yetzirara, il t'attaque dans cette mitzvah. Par exemple, tu veux savoir c'est quoi l'importance de la Hamida. Ouais, la Hamida, la prière. Alors c'est marqué, le Rovdo Bechol Levavchem, de là on apprend, Ikar Avodat Tfila, Kavana. Le principal de la Tfila, c'est la Kavana. D'accord. Mais tu n'avais pas besoin de voir ça dans le texte des Chachamim. Parce que c'est quoi ton Yetzirara que tu as pendant la Hamida? Tu penses à autre chose. Donc le Yetzirara, il te montre où est-ce qu'il est l'importance. Ouais. La mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement, chaque mot, chaque lettre. C'est quoi le Yetzirara? De lire vite, parce que tu le connais par cœur, tu le fais depuis que tu as 6 ans. Donc la mitzvah de couple, c'est de faire 1. Donc c'est quoi le Yetzirara? De faire 2. C'est pour ça qu'on dit la mitzvah c'est Yichud, Yetzirara c'est Piroud. Le Yetzirara du couple, c'est la séparation. Maintenant la séparation, elle a des facettes. Une séparation mentale, une séparation intellectuelle, on ne se comprend pas. Ouais. Une séparation émotionnelle, on ne ressent rien. Et après une séparation physique, parce que pourquoi je vais dormir avec quelqu'un qu'on ne se parle pas, qu'on ne se comprend pas et qu'on ne se ressent pas?
Alors quoi, on est des animaux. Par contre, le contraire. Si tu fais 1 dans la tête, ça entraîne des sentiments qui font qu'on fait 1 dans le cœur, qui entraînent une attirance qui fait 1 dans le corps. C'est-à-dire que le corps, c'est la finalisation de l'unité du cœur qui elle-même est la finalisation de l'unité de l'esprit. C'est pour ça que dans les halakhot du mariage, on t'explique que le piyous, la séduction, le temps qu'on passe, la parole, la douceur, les préliminaires, ça fait partie déjà de la mitzvah. Ou non, tu dis non, nous on est des chassidim, nous. On ne se parle pas et on fait ce qu'on a à faire. Non, ça s'appelle de la reproduction chez les animaux. Ouais. Mais chez les hommes, non. C'est pour ça que le Maharal de Prague, qui n'était pas vétérinaire, il a dit, pourquoi chez les animaux ça dure 3 secondes? Le chien il va avec la chienne, tac. Le bœuf il va avec la vache, tac. Pourquoi chez les animaux ça dure 1 seconde et chez les hommes ça dure longtemps? Il dit pourquoi? Parce que chez les animaux c'est pour se reproduire. Alors que chez les hommes c'est pour consolider les liens émotionnels et intellectuels. Alors vous allez me dire, oui mais je connais beaucoup d'hommes chez qui ça va très vite. Eh bien, bienvenue aux zoo. D'accord? Donc c'est une lecture. C'est une lecture. Et c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Hein, au niveau de l'idée, c'est intéressant. Et en vérité, c'est vrai. Parce que c'est ça la logique. Si tu penses à toi, ça dure 2 secondes. Si tu penses à l'autre, ça dure longtemps. Donc, Aoudon Kolo, encore Messirut Nefesh. Maintenant, si tu t'es entraîné à penser à l'autre dans tous les petits gestes du quotidien, dans cet acte-là aussi, tu vas penser à l'autre. Mais si dans tous les actes du quotidien, tu as pensé à toi, elle me fait de la bouffe à moi, elle m'arrange mon truc à moi, elle m'arrange ma chambre à moi, elle s'occupe de mon fric à moi, quand tu arrives devant le Shulchan Aruch, la table, le buffet, automatiquement, tu vas penser à toi. Et voilà. Et ça ne dure pas longtemps. Et quand ça ne dure pas longtemps, la femme, elle n'a pas le temps de s'échauffer. Et le Ramban, il dit que quand la femme n'a pas le temps de s'échauffer, les enfants, ils sortent idiots. Parce que la chokhma de l'enfant, elle dépend de la chaleur de la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que quand la Torah, elle t'a dit « fais kiffer ta femme », en fait, ça voulait dire « tu vas avoir des enfants chachamim ». Mais si toi, tu dis « écoute, on fait ça vite fait parce que j'ai certains besoins », avant d'aller faire une bolotte avec les copains, tu te retrouves, en 5 minutes, tu as fini l'histoire, et tu te retrouves avec Ahmar devant toi pendant 38 ans. Tu dis, mais d'où il sort ce cheval? Et lui, il te dit, ah, qu'est-ce que tu crois? Vous me suivez ou non? C'est pour ça que, à vous, Betoudine Badin, va doucement, baba. Fais ce qu'il faut. C'est pour ça que pourquoi c'est une des 3 mitzvot de la Torah? Jamais vous vous êtes posé la question, non? Pourquoi elle est dans les obligations? Le Hatan, on lui répète. Alors, quand tu te maries avec ta femme, tu as 3 mitzvot de Minatora et 7 mitzvot de Rabbanan. Mais personne n'écoute, personne ne réfléchit. Mais t'es vrai ou quoi? Comment la Torah, elle peut te dire? Tu dois la nourrir, tu dois la vêtir et tu dois lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu as besoin d'une mitzvah pour ça, toi? Tu as déjà vu un gars qui dit, écoutez, moi, franchement, je ne suis pas religieux, je ne fais pas cette mitzvah. Non. Tout le monde l'a fait, cette mitzvah. Hein. Ouais, tout le monde. Donc, ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire que quand tu le fais comme une mitzvah, c'est pas la même chose que quand tu le fais comme un besoin naturel équatorial. C'est ça qui va donner la nature de l'acte et la kavana de l'acte et donc les conséquences de l'acte et la tête des enfants qui vont naître. C'est incroyable. J'ai dit ça une fois à un généticien non juif. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à nous? Je dis, je sais pas, moi j'ai arrêté les études très tôt. Ben, c'est exactement pareil. Que quand tu réfléchis, en fin de compte, que cette conscience, d'accord, de ton couple, et cette bonne volonté de ton couple, et ce gestuel quotidien de ton couple, en vérité, tout ça, c'est pour préparer la relation que tu auras avec elle dans l'intimité. C'est pour ça que le passouk il a dit Alken Ya'azov Ish et Aviv Vetimo, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. C'est tout ce travail-là de dvekout, de faire un avec l'autre. Et après, c'est marqué Ve'ayu le basar echad. Ils formeront une seule chair.
Toi, tu dis une forme ou une seule chair, c'est une manière pudique dans la Torah de dire ils vont être ensemble. Non, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Sortez un petit peu. Rashi, il dit Avlad notsar mishneem. Vesham besaram naase achat. C'est incroyable. Qu'est-ce que Rashi, maintenant, il parle de l'enfant? Et un couple qui n'a jamais eu d'enfant, alors? Alors, ils ne font pas Veyou les basar echad, ils ne feront pas une seule chair. Vesham, dans l'enfant, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Vesham besaram naase achat. Et dans leur chair, ils vont devenir un dans l'enfant. Parce que dans l'enfant, il y a des gènes de l'homme et des gènes de la femme. Il y a des cellules de l'homme et des cellules de la femme. Maintenant, ils sont un ici. Ouais. Donc, quand c'est marqué Veyou les basar echad, ils seront une seule chair. En vérité, ça parle du bébé. D'accord? Alors, moi, je me suis permis une digression qui n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. Ouais. Ça dit, oui, j'ai dit, ok, alors celui qui n'a pas d'enfant, ça ne marche pas. Et quand on a déjà eu tous les enfants, alors, ça ne sert plus à rien d'être ensemble. Non. Alors, je dis, je vais cham. C'est quoi? C'est que de la même manière que l'homme et la femme, quand ils sont l'un en face de l'autre, même leur corps, même leurs gestes, même le manger, même les efforts que tu fais au travail, même les efforts que tu fais pour les midot, c'est pourquoi faire? C'est pour que les deux volontés se rejoignent. D'accord? Et la communion des volontés, c'est ça le couple. Donc, Vesham, dans le couple, ouais, Besaram naase ahad. Leur chair, elle fera un dans le couple. C'est que même quand après les enfants ils ont grandi, et même quand ils sont partis de la maison, ouais, on a besoin d'être ensemble. Peut-être plus encore. Parce que c'est ça la chorma. Parce que les gens, quand ils sont jeunes, ils se servent de leur égoïsme pour se séparer de l'autre. Après, quand ils sont moins jeunes, ils se servent des enfants pour se séparer de l'autre. Mais quand les enfants et l'égoïsme, il est parti, qu'est-ce qui reste? Donc le gars qui est chacham, quand il n'a pas d'enfant, il dépasse son moi pour sa femme et la femme pour le mari. Après, malgré qu'ils ont des enfants, ils prennent du temps pour eux, ils fixent des moments. La chambre à coucher, c'est pour les parents. Ils ont leur week-end, ils ont leur soirée restaurant, parce que malgré les enfants, ils prennent du temps pour eux. Ouais, parce que c'est ça qu'ils veulent être ensemble. Ce qui fait que le jour où le dernier enfant il quitte la maison, ils n'ont pas la ramma de dire quoi, maintenant on va être tous les deux. Mais je ne comprends pas, c'est ça que tu as rêvé pendant toute ta vie, d'avoir du temps avec ta femme. Mais si tu t'es servi de ton travail, de ta famille, de tes nerfs, de tes enfants pour fuir l'autre, quand tu vas te retrouver en face, ça va être le guéhinam. C'est pour ça que tu vois des gens, 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, ils veulent divorcer. Je la supporte plus, elle me prend la tête, elle me saoule, elle reste des heures au téléphone, et j'aime pas sa manière de cuisiner, mais ça fait 50 ans que tu manges. Et pourquoi elle met le gant à droite alors moi que je lui dis de mettre à gauche, et les serviettes elles sont mal rangées, et le lit il est mal fait. Tu dis mais je comprends pas, ça c'est des problèmes de Hatan Kala des 3 premiers mois. Comment ça vient après 50 ans de mariage? C'est qu'en fait ils avaient repoussé les problèmes. Comme si tu mets la poussière en dessous les tapis, en dessous les tapis, et le jour où tu veux faire le ménage, tu trouves... C'est comme quand tu mets des bouts de pain de Pessah, les 10 bouts de pain, ouais, tu fais l'abdika, et après tu comptes, il y a la 13. Il y avait 3 de l'année dernière. Donc tu veux ou non? Ça, c'est les petits bouts de pain de l'année dernière, ça. Non, chaque année, tu cherches le chametz, tu brûles le chametz. Chaque année, tu réfléchis, tu analyses, vous évoluez et vous brûlez le négatif. Et vous avancez Daf Hadash, Bria Hadasha, Zouk Hadash. Ouais, mais si tu dis non, moi je ne peux pas oublier. Ok, je pense à autre chose. Ok, j'ai d'autres soucis, mais jamais j'oublierai. Ah, toi, tu es un dangereux, toi. Tu as une mémoire sélective. Tu te rappelles des erreurs des autres, mais tu ne te rappelles pas les tiennes. Non, il faut faire le contraire. Il faut, rappelez-vous, cet enseignement aussi de Ben Chetrit, c'est qu'on ne transgresse pas Pessah sur le Hametz des autres. Si vous rentrez chez quelqu'un pendant Pessah et il a tapissé sa maison avec des tranches de pain de campagne, toute la maison avec du pain de campagne. Du pain. Pane, trancha de pane. D'accord? Si...
campagne. D'accord? Eh bien, si vous rentrez dans sa maison, vous ne transgressez pas Balirae Balimatse, l'interdit de posséder le Hametz et l'interdit de considérer le Hametz. Évidemment, si vous le mettez dans la bouche, vous transgressez, parce que même si ce n'est pas ton Hametz, tu n'as pas le droit de le manger. Mais pour que tu transgresses Balirae Balimatse, il faut que ça soit du pain qui t'appartienne. Donc faites-moi plaisir, faites-moi plaisir. Puisque vous ne transgressez pas le Hametz sur le Hametz de l'autre, arrêtez de faire l'abdikat Hametz de l'autre. Vous me suivez? C'est pas la peine de chercher le Hametz de l'autre. C'est même pas la peine d'essayer d'améliorer l'autre pour que l'autre il ait moins de Hametz. Occupe-toi de ton Hametz à toi. Que ça tu ouvert Minatora. Et ça c'est quoi? C'est que quelqu'un, même si c'est pas facile, même s'il y a le couple, même s'il y a les enfants, même s'il y a la parnassa, il doit continuer à faire son travail personnel. C'est ça ton engagement à toi. Ouais, c'est comme si tu dis moi je fais plus la douche parce que l'autre il se lave pas. Mais toi tu dois te laver quand même, non? Alors pourquoi tu dis moi je fais la gueule parce que l'autre il fait la gueule? Ou moi je fais pas de je fais pas de recette parce que l'autre fait pas du recette. Et moi on va pas chez ta famille parce que on va pas chez la mienne, mais on va pas chez la tienne parce qu'ils nous insultent. Mais la nôtre elle est gentille. Eh ben c'est pas grave, si tu viens pas la mienne, on va pas chez la tienne. Ils sont fous les gens. Ils font mida keneged mida mais à leur sauce à eux. Ouais. Non, écoute, tes parents sont des fous, qu'est-ce que je te dis? Ça arrive, c'est pas grave, qu'Hachem leur envoie les fois chez les mains, mais les nôtres, ils sont normaux. Alors tu as bien vu la preuve, pourquoi tu m'as choisi à moi? Parce que je venais d'une famille normale. La tienne, tu sais que c'est des cinglés malades. Ah, tu dis oui, mais c'est comme ça, puisqu'on va pas chez moi, on va pas chez toi. Alors après, ça commence les conflits, et dans le conflit, il y a fli. D'accord? Donc la personne, elle fait l'inverse. Elle dit, moi, je continue mon travail. D'accord? Il y a aussi... D'accord? Moi, je continue à travailler ma modestie. Et moi, je continue à travailler mon intelligence. Et moi, je continue à travailler ma patience. Et moi, je continue à lutter contre ma colère. Ça, c'est mon travail. Je dois le faire. Ouais. Toute la vie, ça va durer, ça. Avodat Hamidot, c'est toute la vie. Que tu sois un rab, ou que tu sois un kolelman, ou que tu sois un balabaït, ou que tu sois un non-religieux, tu dois travailler tes midot. C'est ça ton engagement. Maintenant, cet engagement-là, ouais, il sert à deux choses. Il te sert que toi, tu évolues, ouais, et il sert que l'autre ne peut pas prétexter, ouais, il ne peut pas t'accuser, puisque tu fais ce que tu as à faire. Alors que les gens, ils font le contraire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent du fait que l'autre ne travaille pas ses midot pour ne pas travailler leur midot. Et ça commence les conflits, puisque déjà tu es en transfert de t'occuper de l'évolution de l'autre au lieu de t'occuper de la tienne. Donc la logique, c'est quoi? C'est que dans une situation, il y a du bon et du mauvais. D'accord? Maintenant, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, vous savez que dans n'importe quelle situation, si vous êtes deux, ça veut dire que vous êtes concernés les deux par la situation. Déjà, si vous êtes seul, vous êtes concerné, puisque le bon Dieu ne s'est pas trompé, il t'a envoyé la situation. D'accord? Si vous êtes deux, ça veut dire que vous êtes concernés les deux par la situation. Maintenant, la question, elle est, est-ce que vous êtes chacun concerné à 100% par 50% de la situation? Ou est-ce que vous êtes concerné chacun à 100% par 100% de la situation? Vous me suivez ou non? Vous deux, les deux, vous avez un problème avec un enfant. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Eh bien, c'est toi qui t'occupes d'éducation. Ben non, on l'a fait ensemble. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. D'accord? Donc, on est concerné. Alors, si on est concerné, les deux, je dis, ben, moi, je suis concerné parce que le gosse, il est têtu comme moi. Ah, donc, c'est mon problème à moi. L'autre, il dit, oui, mais moi, je suis concerné parce que l'enfant, il est hypersensible comme moi. Maintenant, quand tu mélanges l'entêtement et l'hypersensibilité, ça s'appelle le blocage. L'autre lettre. Bah oui, parce qu'il ne veut pas avancer, il ne veut pas reculer. Donc, quand moi, je vais aller et je vais lui parler du fait qu'il faut être capable de mettre de l'eau dans son vin, qu'il faut s'arranger, qu'il faut se remettre en cause, qu'il faut évoluer. Je connais ce problème parce que je l'ai réglé chez moi. Et l'autre, quand elle va dire, écoute mon fils, ok, tu es sensible, mais ta sensibilité, ça doit être une arme, ça ne doit pas être un défaut, ça ne doit pas être une fragilité. Au contraire, tu te sers de sa sensibilité pour comprendre, mais pas de ta sensibilité pour devenir la dépendance au chantage de l'autre. Donc moi, je te renforce sur la sensibilité, et moi, je te renforce sur le fait qu'il faut se remettre en cause et ne pas s'entêter. Et l'enfant, il règle le problème. Maintenant, comment est-ce que moi,
je peux le faire parce que j'ai déjà compris quelle était ma part à moi. Mais si je ne la vois pas, ça ne marche pas. Mais alors si j'ai passé ma vie à penser que c'était la faute de l'autre, donc je ne pourrais pas voir ma part à moi chez l'enfant. Mais alors pour que l'enfant, lui, il accepte de changer, c'est parce que moi j'ai changé. Donc le fait que moi je suis en perpétuité de travail sur moi, ça fait aussi que l'enfant, il trouve normal de se remettre en cause et de changer. Alors que si moi, je pense que l'entêtement est une forme de personnalité, parce qu'il y a qui confondent obstination et détermination. Après, je dis, mais comment ça se fait que j'ai des enfants qui sont tellement entêtés? Mais ils sont comme toi, Baba, ils sont entêtés. Est-ce que tu te remets en cause, toi? Est-ce que tu changes? Même si tu dis, bon, intellectuellement, j'ai compris, mais tu dis, je m'en fous, c'est des bêtises. Moi, je sais très bien ce que je pense, donc tu ne changes pas. Et comme tu ne changes pas, il ne change pas puisque la vie, c'est un miroir. Essayez un jour de bouger plus vite que le reflet. Tu vas t'attraper une entorse cervicale. Tu peux pas. Eh bien, les enfants, c'est un reflet. Le conjoint, c'est un reflet. La Hashgacha, c'est un reflet. Hachem, c'est un reflet. T'es prêt à suivre le reflet ou non? Tu dis non, c'est moi qui suis devant la glace, mais c'est ton reflet à toi. Je dis mais c'est toi qui es devant. Ok, mais c'est ton reflet à toi. Regarde bien, tu vas voir, c'est ton reflet à toi. Mais c'est toi qui es devant. On est fort dans la lourdeur. Il y en a qui sont référencés sur blata.com. Mais haut niveau. D'accord? Donc cette logique-là, vous avez compris que moi, je dois continuer à faire mon travail de midot personnel, malgré que je suis marié. Et je dois continuer à faire mon travail de couple, malgré que tout va bien. Et je dois continuer à faire le bonheur de l'autre, malgré que les enfants sont partis de la maison. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Alors je sais ce que vous allez dire. Rien que d'en parler, on est fatigué déjà. Alors je vous donne le secret. Les scientifiques, ils appellent ça le mouvement perpétuel. En fait, l'effort que tu fournis, quand tu prends conscience du résultat obtenu, génère l'énergie pour pouvoir continuer le mouvement. D'accord? Donc c'est vrai que tu fais un effort, mais tu vois le résultat. Tu vois l'équilibre à la maison, tu vois le sourire de ton conjoint, tu vois la normalité de tes enfants, et ça te donne la force pour refaire le lendemain, et encore le lendemain, et encore le lendemain. C'est ça la chorma. Ou le contraire, qu'est-ce que tu fais? Tu vois les défauts. Tu dis oui, elle ne comprend pas, oui, mon fils, ce n'est pas les résultats que je voulais, ah, il n'est pas comme je voulais, il est devenu religieux, je ne voulais pas, il est devenu pas religieux, je ne voulais pas. Et comme toi, tu vois la déception, tu projettes la déception, tu reprends la déception. Et la déception, elle te tue le moteur. Et ça marche plus. Et après, ça se bloque. C'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention, mais c'est très dur. Hein. C'est très dur. Moi, je suis un rescapé du perfectionnisme. C'est-à-dire que tu veux tellement améliorer les choses que tu vois le mal partout. Parce que j'ai appris malheureusement de gens qui sont comme ça. Mais je me suis travaillé. De voir positif et de parler positif. Et c'est très dur. Parce que tu as toujours envie de commencer une phrase en disant oui, mais. D'accord? Tu veux toujours commencer en disant le défaut de la chose. Tu veux commencer par dire c'est pas ce que tu attendais, c'est pas ce que tu voulais, toi tu aurais fait différemment. Tu vois, tu commences toujours par du négatif. Et le négatif, il bloque la machine. Il bloque, tac. Et quand c'est bloqué, après tu sais plus comment débloquer. Alors que Albert Einstein, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Il faut maintenir le mouvement. D'accord? En hébreu, on dit Zézorem, Zéolertov. D'accord? Dans la Torah, on dit Ubechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Altikre alichot et là, alachot. Donc les alachot, ils deviennent les règles du mouvement. Tu sais te déplacer. Tu arrives, hop, le talit, les tfilin. Oh, tu sais, tu commences par le talit. Rashi Rabinutam, tu commences par, hop. Tu les sors de la pochette, hop, alacha, 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 alacha. Tu te déplaces dans l'alacha. Sinon, tu es bloqué. Ah, comment je fais? Ah, je ne sais pas. Ah, j'ai déjà sorti le roche. Ah, j'ai sorti le... Comment je vais faire pour le yad? Tu ne sais pas.
Tu l'as fait tomber par terre. Ah, je jeûne, je mange, j'ai faim, je suis fatigué, je dois pas manger, je dois manger. Combien il y a 3 tfachim, un tefar, alaha. Donc ça, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom. Parce que le shalom, c'est de connaître l'alaha. Le contraire du shalom, c'est le balagan. Parce que tu ne connais pas l'alaha. Donc l'alaha, elle est faite pour maintenir le mouvement. Et le but, c'est le mouvement. Donc toi, c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu rencontres une personne. Confrontation, échange. Échange, mouvement. D'accord? Là, ça te fait plaisir. Là, ça te fait pas plaisir. Là, c'est toi qui as raison. Là, c'est pas toi qui as raison. Tu t'en fiches. Tu avances. Parce que tu veux le mouvement. Ouais. Tu rentres à la maison. Mouvement. Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Mouvement. D'accord. Elle n'a pas préparé à manger. C'est pas grave. Tu sors des œufs. Tu fais une omelette. T'as qu'à les enfants s'asseoir. Allez. Hop. Pourquoi? Maman, elle est fatiguée. Tu dis, ah, c'est pas normal, elle ne peut pas faire manger, qu'est-ce que c'est pour elle? Écoute, elle est en dépression. Elle s'est cassé les 2 jambes. Eh ben quand même, elle peut pas, même si on lui amène, elle ne peut pas faire à table. Il y a des gens comme ça, des stromons. Ouais. Non, tu casses pas le mouvement. C'est pareil. Ton mari vient et te dit, écoute mon amour, en ce moment c'est un peu difficile. Il n'y a personne qui rentre au magasin. Elle dit, oui, mais ces bottes, je les veux. Elle veut les bottes à 850 €. Je dis, chérie, on a vendu 50 € aujourd'hui. Alors, il faut se calmer un petit peu. Ah non, je les veux. 6 ans et demi, la maternelle. Ouais. Tu vas chez un magasin de bottes, tu prends la plus grande qui existe, 1,60 m, et tu la mets dedans, entièrement dans la botte, parce que c'est ça qui la botte. Ouais. Et tu lui dis, regarde-toi dans la glace, ça te fait une belle jambe. Tu es devenu une jambe. Parce que je t'ai dit, en ce moment, c'est difficile, mon amour. Maintenant, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de solidarité. Est-ce que tu es solidaire ou non? Ah, tu dis non, va t'étouffer. Regarde, ma mère, elle a dépensé. Mon père, jamais il a dit ça va pas. Bon, mais il s'est pendu. Bon, il s'est pendu, c'est vrai. Mais quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. C'est pareil, ta femme, tu l'as épousée comme ça. Et maintenant, Blainara, elle a pris un petit peu, c'est-à-dire elle est devenue une hassida du Rav Cellulite. D'accord, bon. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es grosse, ah, t'es moche. Déjà, les grossesses, tu peux pas éviter. Tu gardes au moins 5 kilos par grossesse. Ça, c'est des dividendes. D'accord? Plus l'âge, plus les hormones, plus la pause sur laquelle tu as mis la méno. Ça s'appelle la ménopause. Ouais. C'est pas les mêmes kilos. C'est plus dur à les perdre. Alors, elle est comme ça. Pourquoi ta mère, elle est pas grosse? D'accord? Donc, il faut accepter. Ah non, tu fais la gueule, tu fais la tête. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est son corps. Comme si quelqu'un te dit ton nez, il est moche. Qu'est-ce que je te dis? Crève-toi les yeux. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu mets la personne en situation de mal-être. Donc, tu casses le mouvement. Ouais. Elle te dit, oh, j'aimerais bien partir en vacances. Vas-y, suis. Tu dis, elle fait la gueule. Et après, tu dis, bon, si tu veux, on y va. Maintenant qu'elle a pleuré 3 heures. Tu casses le mouvement. Et c'est pareil pour lui. Lui, ça lui fait plaisir de faire ce truc-là. Fais-lui plaisir, il aime ce plat. Ouais, mais c'est le plat de ta mère, c'est le plat de ta mère. Eh ben, c'est le plat de ta mère. C'est pour ça que tu le trouves amer, parce que c'est ta mère. Mais ça lui fait plaisir. Fais-lui plaisir, qu'est-ce que ça peut te faire? Le mouvement. Il faut maintenir le mouvement. C'est pareil, l'enfant, tu dois le suivre. C'est quoi le chemin de l'enfant? C'est Darko. Ouais. Chano, Hanar, Alpi. Darko. Mais Darko, c'est pas le masculin de Darka. Darko, Darka. Ils ne connaissent pas. Ah oui, c'est tunisien ça. D'accord. La Darka, c'est la rigolade. Darka. Ah, Darka, c'est Darka. D'accord. C'est comme Chatatrak. C'est l'heure de la rigolade. Trak. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il n'y a que les Marocains qui comprennent. Les exilés. D'accord. Donc, c'est quoi ici? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué. De quoi je parlais? Ah oui, Darko. C'est-à-dire que moi, je dois connaître le chemin de l'enfant et je dois être Bédarko. Maintenant, tu dis, non, je vais lui faire le derrière de l'aîné. Mais non, lui, c'est le cadet, lui. Et l'autre, c'est le troisième. Donc, chacun, je dois maintenir le mouvement, mais en plus, le mouvement, il est différent pour chacun. C'est comme quand tu vois un ruisseau. Tu vois, tu crois qu'il y a un ruisseau, mais c'est faux. Dans le ruisseau, il y a des courants. Il y a le courant qui est en plein milieu, qui est très fort. Il y a le courant qui fait le tour des rochers, qui est comme ça. Il y a le courant qui est sur les côtés, qui est plus calme, qui suit le truc. Donc, dans le même ruisseau, il y a différents courants. Et bien, dans la même famille, il y a différents mouvements. Et toi, tu dois suivre le mouvement de chacun.
Ouais, ça s'appelle Bederech Sherotse Lelech Molichin Oto. Adam Olech. Ben, c'est exactement pareil. Ton couple, il suit un mouvement. Ton couple, il suit une évolution. Ton couple, il suit une trajectoire. Alors, suis le mouvement. Parce que des fois, je rencontre les gens et au bout de 5-6 heures, en résumé, alors votre histoire, c'est la série des rendez-vous manqués. C'est-à-dire que quand un, il a fait le gamin, l'autre, elle a fait l'adulte. Après, quand il a dit, oh, j'ai compris que j'ai une femme super, l'autre a dit, non, il faut que tu payes pour les années où tu m'as fait souffrir. Après l'autre, il a perdu son père, l'autre, elle n'était pas solidaire. Après, l'autre, il a gagné au loto, après, il dit, non, c'est mon argent à moi. Donc, en fin de compte, les gens, ils se croisent. Ils ne sont pas ensemble. Alors, il y a un principe dans les hold-up qui est très important si vous voulez faire un braquage. Ouais. Hold-up. Hold-up. Rabine. Ouais. Pas rabine. C'est honteux. Donc c'est quoi l'idée? C'est que dans les attaques de banque, ouais, il y a un principe très important qui s'appelle la synchronisation. Donc les 3 bandits, ils se mettent comme ça. Allez, on met tous notre montre à 8 heures. Ouais. Ça s'appelle la synchronisation. Parce que des fois, ils sont tellement pas synchronisés que les 2 premiers, ils sont rentrés et l'autre, il vient le lendemain. Mais il y a les flics qui sont en train de faire l'enquête. Et lui, il ne comprend pas. Il dit, où sont mes collègues? Mais il y a Brel, c'était hier. Aïe, 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 on n'a pas synchronisé. Ben, c'est exactement pareil. Dans le couple, il faut se confronter en même temps. Il faut s'engueuler en même temps. Il faut s'expliquer en même temps. Il faut se réconcilier en même temps. Mais si quand il y en a un qui fait l'enfant, l'autre il fait l'adulte, après quand l'autre il fait l'adulte, l'autre il fait l'enfant, alors ils se croisent les gens. Le problème c'est que le résultat, il vient de la confrontation positive dans la durée. Mais comme c'est que des micro-séquences de rendez-vous ratés, parce que tu viens, tu as l'argent. Ah, mais le marché immobilier, il est trop cher. Ah, alors tu dépenses l'argent. Maintenant, l'immobilier, il a baissé, mais tu n'as plus l'argent. Alors tu dis, bon, je vais emprunter, mais les taux, ils sont à 84%. Ah, tu dis, je peux pas. Après, les taux, ils sont à 2%, mais il n'y a plus rien à vendre. Ah, tu dis, ah. Voilà, il y a des gens comme ça, toute leur vie, c'est ça. C'est des rendez-vous manqués. D'accord? Mais ça n'existe pas un rendez-vous manqué, parce que le bon Dieu, il envoie toujours la bonne situation à la bonne personne au bon moment. Le problème, c'est que si Hachem, il envoie au bon moment, il faut que toi, tu sois là au bon moment. D'accord? Ça veut dire que c'est toi qui dois comprendre que tu es adapté, que la situation est adaptée à toi, et que s'il manque quelque chose, c'est à toi de t'adapter à la situation. Tu veux ou non? Donc si tu as une femme intelligente, ne lui dis pas que c'est une hamara, dans l'espoir qu'elle ne voit pas que c'est toi le brel. Ouais. Et si toi tu es un mari qui est rfif, et que toi tu es un peu lourde, alors vas-y, mets un peu d'énergie pour devenir aussi rfifa. C'est bien, comme ça vous êtes à la même vitesse. Et si ta femme, elle a de l'intuition, écoute son intuition. Et si ton mari, il a du recul, écoute son recul. Ne dis pas, on n'a pas la même façon de penser, de toute façon, on n'a pas la même manière de raisonner, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais c'est pour ça qu'on épouse une personne du sexe opposé. C'est pour la différence. Maintenant, la différence, ça nous rapproche quand on l'utilise. Et ça nous sépare quand on la subit. Parce qu'avec des pierres, on peut faire un pont. Mais avec ces mêmes pierres, on peut faire un mur. Décide qu'est-ce que tu vas faire avec les pierres. Et la pierre, c'est la différence. Alors l'idée, c'est très simple. Vous savez que le seul monument humain qui se voit de la Lune, c'est la muraille de Chine. On ne voit pas le palais de Versailles. Pourtant, c'est grand. On ne voit pas les pyramides de Khéops. Pourtant, c'est grand. Mais on voit la muraille de Chine. Pourquoi? Parce qu'elle fait 5000 km de long. Maintenant, c'est un seul morceau qui fait 5000 km. Vous la voyez de la Lune. Ouais. Mais quand vous descendez sur la Terre, et vous prenez l'avion, et vous prenez le train, et vous prenez le bus, et vous arrivez devant la muraille de Chine, vous voyez qu'elle est faite avec des pierres. Des millions de pierres. Ça va? On a commencé le cours en disant que le couple, c'est un binyan. Ouais. Et un binyan, on a dit, c'est quoi? C'est de mettre ensemble des éléments séparés. On finit le cours avec la même notion. C'est le binyan. Pourquoi? Parce que, vous voyez par exemple ce mur. Vous voyez ce mur là ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Vous le voyez, d'accord? Donc, un chien d'aveugle.
D'accord? Donc, ce mur, c'est un mur. Mais si vous enlevez la peinture et vous enlevez l'enduit, vous allez voir que c'est des parpaings. C'est un côté de l'autre, un côté de l'autre. C'est des centaines de parpaings pour faire un seul mur. C'est exactement pareil. Le couple, c'est un binyan. Mais il est fait avec beaucoup d'éléments. Alors, je vous donne un élément de un mur de un couple. Par exemple, vous prenez un sujet, n'importe lequel. On a dit, vous allez parler la relation avec l'argent, vous allez parler combien de fois on va en vacances, vous allez parler quel mode d'éducation on doit avoir, est-ce qu'il y a une éducation rigoureuse ou une éducation cool, n'importe quel sujet. Donc il y a l'homme et la femme. Donc l'homme, il va donner son point de vue, tu vas le laisser parler jusqu'au bout, ne lui dis pas ça va, je sais où tu vas en venir, tu me saoules, tu me prends la tête, on dirait mon père. Non, tu le laisses parler. La femme, tu la laisses parler, tu dis ouais mais elle raconte des détails, elle en rajoute tout le temps, laisse-la parler. Donc elle a dit entièrement son point de vue, toi tu as dit entièrement ton point de vue. Ensuite, vous deux, ensemble, vous allez, en écoutant les deux points de vue, vous allez tirer le tronc commun. D'accord? Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a quand même une base sur laquelle on est d'accord. Ok. Cette base-là, on la prend. Par exemple, toi tu dis oui, tu rentres tous les soirs à 11h du soir, à 10h du soir pour le travail. Et toi, tu dis oui, mais toi, tu veux partir 4 fois en vacances par an. Alors, il faut bien que je le gagne, cet argent-là. Alors, la femme a dit, bon, écoute, tu sais quoi, on a compris que les enfants, ils ont besoin que leur père soit là. Donc moi, il faut que je me calme un petit peu au niveau des vacances. Et toi, il faut que tu fasses l'effort de rentrer à 7h 3 fois par semaine. Un exemple. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris le tronc commun entre ton point de vue de maman qui parle d'éducation et ton point de vue de papa qui parle de Parnassa. Quand on a superposé les deux, on a trouvé cette partie-là qui est commune. C'est le tronc commun. Ce tronc commun, on va le synthétiser. On va tirer le principe. D'accord? Le principe, c'est ça. On a dit la présence du père à la maison qui donne une discipline. Oui, d'accord. Du principe, on va fixer des règles. D'accord. Donc, à partir de maintenant, 3 fois par semaine, tu rentres à 7h du soir. Moi, je me débrouille, t'en fais pas, que les enfants ils soient prêts pour là. Et toi aussi, tu te débrouilles pour être là. Et on a fixé les règles. Après, les règles, on les met en application. D'accord. Et voilà, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on fait attention de mettre les règles. Et après, ensemble, on s'assoit et dit, écoute, mon amour, je voulais te dire, je vois que ça nous a fait du bien. Je vois les enfants, ils sont plus équilibrés. Je vois ils dorment mieux, ils sont moins nerveux. Et ils se passent bien. Après, ils sont bien à l'école parce que comme ils ont bien dormi la nuit, parce qu'ils sont dormis de le calme, parce qu'ils avaient leur père, donc ça leur donnait un repère, ça leur a donné une limite. Donc ils ont dormi dans la sécurité, donc ils ont eu un sommeil réparateur, donc ils étaient mieux concentrés à l'école, donc ils ont eu des meilleures notes. Voilà. Moi, je reconnais pour toi, toi tu reconnais pour moi, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous prenez le film de toute l'histoire, on a parlé ensemble, on a tiré ensemble le point commun, on a tiré ensemble le principe, ensemble on a fixé les règles, ensemble on les a appliquées et ensemble on a constaté que ça nous a fait du bien. Et bien ce process-là, l'intérêt de ce process, c'est quoi? C'était le ensemble. Vous me suivez ou non? Tout ça, c'est une pierre sur un mur de ta maison. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que moi, avec ma femme, on en a à peu près à 20 000 pierres. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sujet qui est important. Maintenant, on va dire, est-ce qu'il faut dire des Dvar Torah à table ou non? Est-ce qu'il faut parler un quart d'heure ou 5 minutes? Ouais. Est-ce que les enfants, on leur impose au-dessus du genou ou en dessous du genou? En vérité, le sujet, c'est pas grave. On peut parler de n'importe quel sujet. Mais comme on a dit que communication, c'est comme union, donc on va se servir de ce sujet pour créer de la communication et pour créer de la communion et pour créer de la solidarité. Mais c'était quoi? C'est un exercice de solidarité puisqu'on a fait ensemble. Et si vous allez dire, bah écoutez, c'est un peu simple, c'est un peu formel, je me vois pas en train de viens chérie, on va parler de ça. Non, tu n'es pas obligé de le faire de manière formelle, mais ça doit être ça le process. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, c'est le fait que c'est une manière d'attraper l'Yetzer Hara. Parce que c'est comme les rails de train. Ouais. Les rails de train ne te disent pas où tu vas aller en vacances. Mais tu as besoin des rails pour pas que le train il déraille. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que toi tu le fasses avec un programme, ou que toi tu le fasses avec un coach, ou que toi tu le fasses avec un rave, ou que vous deux vous le fassiez. Moi par exemple j'ai aidé des milliers de couples avec ma femme, mais j'ai jamais été voir un formateur pour le Shalom Bayit. J'ai même pas vu un rave, j'ai même pas lu un bouquin de psychologie. Même Vénus là et Mars là je l'ai même pas lu. Mais on a travaillé.
peu près 4000 fois de plus que vous. Ouais. Donc quand toi, tu travailles un domaine, tu le connais. Quand tu le connais, comment tu sais que tu le connais? Parce que le bon Dieu t'envoie des gens qui ont besoin de ce domaine-là. Vous me suivez ou non? Donc c'est exactement pareil. Quand vous avez un projet, vous dites, moi je veux construire mon couple. Moi je veux travailler mon couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé, encore la semaine dernière là, il y a un jeune Khatan et Kala, ils sont venus. Comme ça, tout neuf comme ça. Les Calimero, les deux. Ils me disent, avec Chétrit, on veut une bracha pour la réussite, pour le shalom bayit. Je dis, il n'y a pas de bracha. Puis quoi, il n'y a pas de bracha? Il n'y a pas. Non. Je vous donne un programme. À l'époque, il y a une dizaine d'années, j'avais fait le Pack Shalom Bayit. Le Pack Shalom Bayit, malheureusement, c'était une erreur parce que les gens, ils ont cru que c'est que pour les gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit. En fait, c'est pour éviter les problèmes de Shalom Bayit. D'accord? Donc, maintenant, les Khatan Kala, 6 mois avant le mariage, pendant qu'ils sont en train de choisir la salle, et le traiteur, et les costumes, et les tenues, et les chaussures qui vont avec la robe, et les baskets qui vont avec la robe de mariée, ouais. Je leur dis, à part ça, faites un travail de couple. D'accord? Donc, ils ont un programme, c'est un feuillet de 25 pages que j'ai mis 10 ans à faire, ce qui est long pour moi, puisque je mets 14 secondes à préparer une conférence d'1h30. D'accord? Donc 10 ans, c'est énorme. Et là-bas, on suit un programme, la communication, la bonté dans le couple, le respect dans le couple. Ouais. Et les gens, avant qu'ils se marient, je leur donne, qu'ils écoutent, qu'ils travaillent avec. Et ceux-là, je ne les vois jamais en Shalom Bayit. Ou alors, a posteriori, des gens qui ont eu des problèmes et qu'on passe 6 heures ensemble, et après, on se rend compte que le travail n'a pas été fait, et que 90% de leur histoire, c'est une histoire de Yetzirara. Donc, on est a posteriori, on est obligé, après 15 ans de mariage, de refaire une construction de couple. D'accord? Et il y a d'autres personnes aussi, qui ne sont pas des Khatan Kala, qui n'ont pas des problèmes de couple, mais qui sont des gens intelligents, et qui disent, tu sais chérie, on va remettre un petit coup de boost à notre couple. Alors viens, on fait un petit programme. Ils font ce programme. Alors ce programme, avant, il existait sous forme d'un coffret, avec dedans des CD, et avec des DVD, et avec... Maintenant, on l'a fait en USB, parce que pratiquement plus personne n'a de lecteur CD et DVD dans les ordinateurs. Donc on l'a fait. J'en ai amené quelques-uns avec moi. Ceux qui s'intéressent, voilà, ils sont là. C'est à proximité, c'est accessible. C'est chez Madame Saada. Voilà. Ça coûte quand même 60 €. Il faut savoir qu'en moyenne, un divorce, c'est 30 000. Donc après, si vous avez un petit peu du sang juif, vous savez faire le calcul. D'accord? Voilà, ils sont là à disposition. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter pendant 1h42. On va faire vite si on a Minyan. Non, là-bas. On l'a, là-bas. Ouais. On va dédier le cours. Les fois Shelema ou les Nishmat d'abord? Les Nishmat, Isako, Israq Ben Elisa. Et aussi pour Abraham Shimon Ben Simcha, Eliaou Ben Aïcha, Israq Ben Aïcha. Et on va demander aussi que le cours soit dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Isaac, Israq, Enzo, Ben Adamalia. Amen. Leilo Nishmat, Léa Bat Rachel. Amen. Abraham Ben. Refoua Shelema. Pour la Refoua Shelema de Abraham Ben Chevtziba. Amen. Et aussi pour Nathalie Kamra Bat Saada. Pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha. Pour Moshe Ben Ariela Naomi. Amen. Pour Alfonso Sino Ben Elisa. Amen. Yael Bat Miriam. Amen. Refoua Shelema pour Chaya Mushka Bat Dvora. Amen. Qu'Hachem leur envoie. Et Salcha Bat Nazira. Nathan Ben Nissim. Amen. Qu'Hachem leur envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël.